La salle du notaire, au cœur du prestigieux 6e arrondissement de Lyon, était un sanctuaire de silence et de bois verni. Chaque meuble, un fauteuil en cuir capitonné, une bibliothèque massive aux reliures dorées, semblait peser de tout son héritage. Assis droit comme un i, Guillaume Arnaud fixait le vide par-delà la fenêtre haussmannienne, observant sans vraiment le voir le balai silencieux des passants sur le cours Franklin Roosevelt. Son costume sur mesure, d'un gris anthracite impeccable, était une armure. À 35 ans, il était le maître de l'empire hôtelier Arnaud & Prestige, un colosse de luxe dont les fondations avaient été coulées par son grand-père, Édouard, l'homme dont on lisait aujourd'hui les dernières volontés. Maître du bois, un homme dont l'âge se mesurait au sillon creusé sur son front par des décennies de secrets de famille, ajusta ses lunettes à monture d'écaille. Sa voix était posée, presque liturgique, égrenant les legs et les dispositions avec une neutralité professionnelle qui rendait l'instant encore plus solennel. Guillaume n'attendait aucune surprise. La succession était simple. Il était l'unique héritier. La mort de son grand-père, survenue 3 semaines plus tôt, avait été un événement triste, mais attendu, un passage de flambeau inéluctable dans la dynastie Arnaud. Il avait déjà les rênes opérationnelles de l'entreprise. Le testament ne ferait qu'officialiser sa position de propriétaire et de président-directeur général incontesté. Je lègue donc à mon petit-fils Guillaume-Édouard Arnaud la totalité de mes parts dans la société Arnaud & Prestige, ainsi que l'ensemble de mes biens mobiliers et immobiliers, à l'exception des quelques dispositions listées en annexe, déclama le notaire. Un soupir presque imperceptible s'échappa des lèvres de Guillaume. C'était fait. La machine pouvait continuer à tourner, plus puissante que jamais. Cependant, reprit Maître Dubois, marquant une pause qui fit l'effet d'une pierre jetée dans une eau dormante, cette transmission est assujettie à une condition suspensive, une clause que votre grand-père a ajoutée de sa main il y a 6 mois à peine. Le regard de Guillaume quitta brusquement le paysage urbain pour se river sur le notaire. Une condition ? Son grand-père était un stratège, un homme de contrôle absolu, mais il n'avait jamais été fantasque. Ses décisions étaient toujours pragmatiques, calculées au millimètre près. Maître Dubois racla sa gorge, le malaise palpable dans le bruissement de ses papiers. Il lut, détachant chaque mot. Pour que mon petit-fils, Guillaume, puisse hériter pleinement et de manière irrévocable du contrôle global de l'empire Arnaud & Prestige, il devra être légalement marié dans les 6 mois suivant mon décès. Le silence qui s'abattit sur la pièce fut assourdissant. Guillaume sentit une vague glacée monter le long de sa colonne vertébrale, suivie d'une fureur sourde. C'était une blague, une farce macabre, orchestrée depuis l'au-delà par le patriarche. Se marier, lui ? Sa vie était une succession de réunions, de vols long courriers et de relations superficielles calibrées pour ne jamais interférer avec son agenda. Le mariage était un concept aussi étranger à son existence qu'une cabane de pêcheurs l'était à la suite présidentielle de l'hôtel Arnaud Vendôme. « Et ce n'est pas tout, monsieur Arnaud », continua le notaire, visiblement mal à l'aise. « Votre grand-père a désigné une personne spécifique. L'union devra se faire avec mademoiselle Claire Delacroix. » Le nom flotta dans l'air, dénué de sens. Delacroix. Cela ne lui disait rien. Était-ce la fille d'un partenaire commercial ? Une obscure descendante d'une famille alliée dont il ignorait l'existence ? Son esprit, habitué à scanner des bases de données de clients et de concurrents, ne trouva aucune correspondance. Qui est-ce ? Sa voix était coupante, dépouillée de toute chaleur. Le notaire fouilla dans ses notes, évitant son regard. Mademoiselle Claire Delacroix, 30 ans. Elle réside à Annecy, fille de Jean-Pierre Delacroix qui fut, si mes informations sont exactes, jardinier au domaine de la Chênaie pendant plus de 20 ans. Votre grand-père l'estimait beaucoup. La fureur se mua en incrédulité cinglante. La fille du jardinier. Son grand-père, l'architecte d'un empire du luxe où l'image et le pédigré étaient rois, exigeait de lui qu'il épouse la fille d'un de ses employés. C'était plus qu'une condition, c'était une humiliation, une énigme cruelle et insensée. Pourquoi ? Quel message Édouard avait-il voulu lui envoyer avec cette manœuvre posthume ? Voulait-il le punir pour sa vie sentimentale inexistante, pour sa dévotion quasi monacale à l'entreprise ?
Ou était-ce une forme de sénilité tardive, une lubie sentimentale pour un vieil homme à l'approche de la fin? Guillaume se leva, ses mouvements raides trahissant la tempête intérieure qui faisait rage sous sa façade impassible. Est-ce légal? Cette clause peut-elle être contestée? Maître Dubois hocha lentement la tête, l'air désolé. Absolument légal, monsieur Arnaud, et blindé. Votre grand-père a pris soin de la faire rédiger par les meilleurs avocats spécialisés. Si la condition n'est pas remplie dans le délai imparti, soit dans 5 mois et 1 semaine à compter d'aujourd'hui, le contrôle de la société sera transféré à une fondation caritative. Vous conserveriez vos parts en tant qu'actionnaire minoritaire, mais perdriez tout pouvoir décisionnel. L'Empire vous échapperait. Le piège était parfait, implacable. Soit il se pliait à cette mascarade absurde, soit il perdait l'œuvre de sa vie, l'héritage pour lequel il avait tout sacrifié. Il sortit du bureau sans un mot de plus, laissant Maître Dubois seul avec les fantômes du vieil Édouard. Dans l'ascenseur privé qui le menait à son parking souterrain, son reflet dans le miroir lui renvoya l'image d'un homme piégé dans une cage dorée. Une fois au volant de son Aston Martin, il ne démarra pas tout de suite. Il resta là, les mains serrées sur le cuir froid du volant, le moteur silencieux. La ville de Lyon, son royaume, l'entourait. Les tours de la Part-Dieu, la basilique de Fourvière, perchée sur sa colline, tout cela lui appartenait. Il l'avait conquis non par la naissance, mais par un travail acharné, transformant l'héritage familial en une puissance mondiale. Et maintenant, tout reposait sur une femme qu'il ne connaissait pas, une bibliothécaire d'Annecy, dont le seul lien avec son monde était le souvenir d'un père qui taillait les rosiers. Son téléphone vibra. C'était son assistante, prête à débriefer sur la réunion du conseil d'administration prévue l'après-midi. Il ignora l'appel. Pour la première fois de sa vie, l'entreprise passait au second plan. Il avait un problème bien plus urgent et infiniment plus personnel à résoudre. Il pianota rapidement une recherche sur son smartphone. Claire Delacroix, Annecy. Les résultats furent maigres. Une mention comme employé de la bibliothèque Saint-Jean, une photo de groupe lors d'un événement caritatif pour enfants. Sur le cliché, flou et mal cadré, on devinait une femme aux cheveux châtains, un sourire doux sur les lèvres, tenant la main d'un enfant. Rien de plus. Elle n'avait pas de présence sur les réseaux sociaux. Elle était une inconnue, une ombre, une énigme. Avec une froide détermination, Guillaume appela son chef de la sécurité, un ancien des services secrets à qui il confiait les missions les plus délicates. « Marc, j'ai besoin d'un dossier complet. Une femme. Claire Delacroix. Elle vit à Annecy. Je veux tout savoir, discrètement et rapidement. » Il raccrocha, le cœur battant d'une fureur froide. « Très bien. S'il devait se marier, il le ferait. Mais ce serait à ses conditions. Il aborderait ce mariage comme une fusion-acquisition. Il évaluerait l'actif, analyserait les risques et signerait le contrat. Sans émotion, sans attachement. Ce ne serait qu'une clause de plus dans le grand contrat de sa vie. Il ne se doutait pas encore que cette femme, cette simple clause, allait dynamiter toutes ses certitudes et redéfinir les fondations mêmes de son existence. Le lendemain, le dossier arriva sur le bureau de Guillaume, posé sur la surface de verre noir et d'acier brossé. Le simple porte-documents en carton de couleur neutre semblait presque vulgaire dans cet univers de luxe minimaliste. Son bureau, perché au dernier étage de la tour Arnaud, dominait Lyon. D'ici, il pouvait contempler le confluent du Rhône et de la Saône, les toits de la Croix-Rousse, le crayon de la Part-Dieu. La ville était une carte stratégique, étendue à ses pieds, un territoire conquis. Il n'y avait jamais de désordre ici, ni dans son bureau, ni dans sa vie. Chaque objet avait sa place. Chaque heure de son agenda était optimisée. Le dossier de la Croix était une anomalie, une variable imprévue dans une équation parfaitement maîtrisée. Marc, son chef de la sécurité, se tenait en retrait, silencieux et efficace comme toujours. Il avait simplement dit « Tout est là, monsieur Arnaud, comme vous l'avez demandé ». Guillaume attendit que la porte se referme pour ouvrir le dossier. Il le parcourut avec une rapidité méthodique, ses yeux balayant les informations avec l'efficacité d'un scanner. L'essentiel d'abord. Claire-Élise Delacroix, née à Annecy, 30 ans, pas de casier judiciaire.
Situation financière modeste, mais stable. Un petit appartement en location près de la vieille ville, diplômé en lettres modernes, spécialisation bibliothéconomie, employé depuis 8 ans à la bibliothèque Saint-Jean, célibataire, pas de relations connues, vie sociale restreinte, centrée autour de son travail et d'une poignée d'amis. Une existence simple, trop simple, presque ascétique. Les photos de filature la montraient se déplaçant avec une canne blanche, arpentant les rues pavées d'Annecy avec une lente assurance, le visage tourné vers le haut comme pour humer l'air. Guillaume fronça les sourcils, un détail le frappant enfin, une évidence qu'il avait refusé de voir dans la cohue de sa colère. Pourquoi la canne? Il tourna les pages plus lentement, passant des rapports de surveillance aux documents officiels. Acte de naissance, diplôme, contrat de travail. Et enfin, une section médicale, un résumé laconique, presque brutal, qui fit l'effet d'un coup de poing en plein estomac. Patiente atteinte de rétinopathie pigmentaire, diagnostic posé à l'âge de 14 ans, maladie génétique dégénérative, perte de la vision périphérique puis centrale, cécité complète déclarée à 16 ans. Cécité. Le mot éclata dans le silence feutré de son bureau. Il relut la phrase, une fois, 2 fois. Une colère froide et nouvelle, différente de celle de la veille, l'envahit. Ce n'était plus une énigme, c'était une farce cruelle. Son grand-père ne lui avait pas simplement imposé un mariage, il l'avait enchaîné à une œuvre de charité. Il voulait qu'il épouse une femme aveugle, une infirme. Son esprit calculateur se mit immédiatement en marche, évaluant les ramifications. Une épouse qui ne pourrait jamais l'accompagner dans les galas, qui serait incapable d'évoluer dans les cercles du pouvoir, où l'apparence est tout, qui serait la cible de toutes les moqueries et de toutes les pitiés. L'image de la marque Arnault & Prestige, synonyme de perfection et d'exclusivité, serait à jamais ternie. Le grand Guillaume Arnault et son épouse aveugle. Les tabloïds en feraient leur chou gras, les concurrents s'en délecteraient. Tout s'expliquait maintenant. La phrase du grand-père, son désir de la voir protégée et heureuse, ce n'était pas un mariage qu'il avait arrangé, mais un placement, un acte de pitié déguisé en contrat. Et lui, Guillaume, était l'instrument de cette bienfaisance posthume. La rage fit place à un sentiment de dégoût profond. Pourtant, en dépit du tumulte intérieur, sa décision ne flancha pas. Perdre son empire n'était pas une option. Jamais. S'il devait jouer cette pièce jusqu'au bout, il le ferait. Mais il devait la voir, de ses propres yeux, comprendre. Pendant ce temps, à 150 kilomètres de là, à Annecy, le monde de Claire Delacroix était un univers de textures, de sons et d'odeurs. La pluie fine qui tombait ce matin-là n'était pas pour elle une grisaille visuelle, mais la musique d'un clapotis sur les pavés de la rue des Pensées et l'odeur de la pierre humide mêlée à celle réconfortante du vieux papier. La bibliothèque Saint-Jean était son sanctuaire, une bulle de chaleur et de savoir où chaque livre avait une voix. Elle se déplaçait dans les rayons avec une aisance qui surprenait toujours les nouveaux visiteurs. Ses doigts effleuraient les tranches des livres, reconnaissant non seulement les inscriptions en braille qu'elle avait elle-même ajoutées sur beaucoup d'entre eux, mais aussi la texture du grain du papier, le poids d'une reliure. En ce moment, elle était assise à une petite table avec Léo, un garçon de 7 ans qui avait perdu la vue 2 ans plus tôt. Sa petite main était posée sur la sienne, tandis qu'ils parcouraient ensemble les points en relief d'une page du Petit Prince. La fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce, lisait-elle à voix basse, tandis que les doigts de Léo suivaient les siens, apprenant à décoder ce nouveau langage. Et voilà que, dans un seul jardin, il y en avait 5000, toutes semblables. La concentration du petit garçon était totale, sa frustration initiale face à ces points mystérieux se transformant peu à peu en fascination. Claire sentait sa crispation se relâcher. Elle avait cette patience infinie, cette capacité à transformer l'obscurité en un espace à explorer. Son propre monde n'était pas un manque, mais une perception différente. Elle ne voyait pas le sourire de Léo, mais elle l'entendait dans l'inflexion de sa respiration, le sentait dans la légère pression de sa main. « C'est magique, Claire, » murmura-t-il. « Les points me racontent une histoire. »
Ce n'est pas de la magie, Léo, répondit-elle doucement. C'est juste une autre façon de lire le monde. Plus tard, alors qu'elle rangeait des livres, sa collègue et amie Élise, la directrice de la bibliothèque, s'approcha, le son de ses talons claquant sur le parquet ancien, lui annonçant sa venue. « Un appel pour toi, Claire, d'un cabinet de notaire à Lyon. Maître Dubois, ça te dit quelque chose ?» Claire se figea, les mains posées sur une pile de romans. Un notaire à Lyon? Son père avait travaillé pour la famille Arnaud. C'était tout ce qu'elle savait. C'était un souvenir d'enfance lointain, celui d'un grand domaine où elle n'était jamais allée, un monde à des années-lumière du sien. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il voulait? Élise semblait perplexe. C'était très formel. Il a dit que son client, un certain monsieur Guillaume Arnaud, souhaiterait te rencontrer personnellement. Il voudrait venir à Annecy demain pour s'entretenir avec toi d'une affaire privée et urgente concernant les dernières volontés de son grand-père, Édouard Arnaud. Le nom de son père résonna en elle, une douce mélancolie. Édouard Arnaud. C'était l'homme pour qui son père avait tant d'admiration. Le vieil homme lui envoyait une carte pour son anniversaire chaque année, jusqu'à sa mort récente. Mais Guillaume Arnaud, le petit-fils, elle l'imaginait comme un de ces hommes d'affaires pressés, vivant dans un monde qui ne pouvait pas être plus différent du sien. Pourquoi diable voudrait-il la voir? C'est étrange, dit-elle, plus pour elle-même qu'à l'attention d'Élise. Une légère anxiété, comme une note discordante dans la symphonie familière de sa journée, commença à vibrer en elle. Les affaires urgentes et privées n'avaient pas leur place dans sa vie ordonnée. « J'ai dit que tu le rappellerais », ajouta Élise, sentant son trouble. « Tu n'es obligé à rien, tu sais. » Mais la curiosité, mêlée à un inexplicable pressentiment, était plus forte. Les dernières volontés. Cela avait un poids, une gravité. Il y avait un lien, un fil ténu qui la reliait à cet homme et à ce monde qu'elle ne connaissait pas. Elle se dirigea vers le téléphone du bureau, ses doigts trouvant facilement les touches. Quoi que ce soit, elle y ferait face, comme elle faisait face à tout le reste, avec un calme qui était sa plus grande force. Elle ne pouvait pas imaginer à quel point cet appel était sur le point de faire basculer son univers si soigneusement construit. La route vers Annecy était un dégradé de couleurs que Guillaume ignora superbement. Le gris industriel de la périphérie lyonnaise laissa place au vert profond des collines du Buguet, puis au bleu spectaculaire du lac qui se dévoila brusquement au détour d'un virage. Nichée entre les montagnes, la ville ressemblait à une aquarelle, une carte postale d'une France idyllique et surannée. Pour Guillaume, ce paysage n'était qu'un décor, une distraction. Son esprit était un cockpit, rempli de données et d'objectifs. La mission du jour, rencontrer Claire Delacroix, évaluer la situation et lui présenter l'offre. Il aborderait cela comme n'importe quelle négociation, avec détachement, logique et la conviction que tout homme et toute femme a un prix. Son Aston Martin, un prédateur d'asphalte incongru dans ses ruelles pavées, attira quelques regards curieux alors qu'il se garait non loin de la vieille ville. Il sortit, l'air conditionné de la voiture, laissant place à une brise fraîche chargée du parfum du lac. Il détestait déjà cet endroit. C'était trop calme, trop pittoresque, trop lent. Un anachronisme à l'ère des marchés financiers et des décisions prises en une nanoseconde. La bibliothèque Saint-Jean était un bâtiment modeste en pierre, niché entre une boulangerie et une boutique d'artisanat. À l'intérieur, une odeur de papier, de bois ciré et d'un temps révolu l'enveloppa. Le lieu était silencieux, presque sacré. Une femme d'âge mûr, derrière un comptoir de prêt, leva des yeux interrogateurs. C'était Élise, l'amie de Claire. « Je cherche mademoiselle Delacroix. J'ai rendez-vous. Guillaume Arnaud, dit-il, sa voix résonnant trop fort dans ce havre de paix. Élise le toisa une seconde, notant sans doute le costume hors de prix, l'assurance glaciale. Elle hocha la tête, un rien méfiante, et désigna un coin de la bibliothèque où la lumière d'une grande fenêtre éclairait une allée de livres. « Elle est au fond, section jeunesse. » Guillaume s'avança, ses pas feutrés sur le vieux parquet. Il la vit, avant qu'elle ne l'entende. Elle était à genoux, passant ses doigts sur le dos de livres cartonnés, son profil concentré baigné dans la lumière douce de l'après-midi. Sa canne blanche était posée à côté d'elle.
Elle portait une simple robe bleu marine, et ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon un peu lâche. Il n'y avait rien d'exceptionnel chez elle, rien qui puisse justifier la folie de son grand-père. Elle semblait ordinaire, fragile même. Son analyse fut rapide et brutale. Un fardeau. Il s'arrêta à quelques pas. « Mademoiselle Delacroix ?» Elle sursauta légèrement, mais ne se retourna pas immédiatement. Son visage se tourna dans sa direction, mais ses yeux restèrent vides, perdus quelque part par-delà son épaule. C'était la première fois qu'il était confronté de si près à la cécité de quelqu'un. Un sentiment étrange, un mélange de pitié et de malaise, le traversa. Monsieur Arnaud, sa voix était douce, plus posée qu'il ne l'avait imaginé. Elle se releva avec grâce, prenant appui sur une étagère, puis attrapa sa canne. Elle lui fit face. Bienvenue à la bibliothèque. Ce fut déstabilisant. Habitué à dominer n'importe quelle interaction par son regard, par l'intensité qu'il mettait dans ses yeux pour jauger, intimider ou séduire, il se sentait soudain désarmé. Ses armes habituelles étaient inutiles. Elle ne voyait pas sa posture de prédateur, ni le prix de sa montre, ni le pli méprisant au coin de ses lèvres. Elle n'entendait que le son de sa voix. « Nous pouvons parler dans mon bureau. C'est plus calme. » proposa-t-elle, avant de le guider avec une assurance déconcertante à travers le labyrinthe des rayons. Le bureau était une petite pièce à l'arrière, encombrée de livres et de fiches cartonnées, avec une seule fenêtre donnant sur une cour intérieure. Ils s'assirent de part et d'autre d'un simple bureau en bois. L'espace était si exigu qu'il se sentait à l'étroit, piégé. « Je ne vais pas y aller par 4 chemins, mademoiselle Delacroix, » commença-t-il, sa voix froide et dénuée d'émotion. Il avait préparé son discours, court, précis, efficace. Mon grand-père, Édouard Arnaud, est décédé récemment. Dans son testament, il a inclus une clause inhabituelle. Elle écoutait, son visage serein et impénétrable. Il déballa les faits, comme il l'aurait fait en présentant un bilan financier. Il lui parla de l'héritage, du contrôle de la société Arnaud & Prestige, de la clause suspensive et enfin de l'ultimatum. Il devait se marier, avec elle, dans les 5 mois. Il marqua une pause, s'attendant à une explosion. Des larmes, de l'incrédulité, peut-être même de la colère. Il n'obtint qu'un silence profond, un silence qui s'étira, lourd et inattendu, emplissant la petite pièce. Elle ne bougeait pas, semblant absorber l'information, la disséquer dans un monde intérieur auquel il n'avait pas accès. Finalement, elle inclina légèrement la tête. « Je vois ». Une phrase simple qui, étrangement, sonnait comme une conclusion plutôt que comme le début d'une conversation. Guillaume, décontenancé par ce manque de réaction, reprit son plan. « C'est pourquoi je suis ici. Je vous propose un arrangement, un contrat. Nous nous marions pour satisfaire aux termes du testament. Ce sera un mariage de convenance, purement administratif. Nous mènerons des vies séparées. En échange de votre coopération, je vous assurerai une sécurité financière à vie, une somme substantielle déposée sur un compte à votre nom, ainsi qu'une pension. Une fois la période légale minimale écoulée, nous demanderons discrètement une annulation. Tout sera géré par mes avocats. Ce sera simple, propre et mutuellement bénéfique. Vous n'aurez qu'à signer. » Il avait tout prévu. La logique était imparable. Pour une femme dans sa situation, c'était une aubaine, une porte de sortie inespérée vers une vie de confort. Claire resta silencieuse encore un long moment. Puis, un très léger sourire, presque imperceptible, se dessina sur ses lèvres. C'était un sourire teinté non pas de joie, mais d'une sorte d'ironie douce et triste. « Un contrat », répéta-t-elle doucement, comme si elle goûtait le mot. « Vous parlez du mariage comme d'une transaction immobilière. C'est pragmatique. C'est un problème qui nécessite une solution. Je vous offre la meilleure solution possible, rétorqua-t-il, agacé par son calme. Une solution pour votre problème, monsieur Arnaud, corrigea-t-elle, sa voix toujours aussi douce mais soudainement plus ferme. Vous héritez d'un empire, et en échange, je deviens une signature sur un bout de papier et je reçois de l'argent. L'argent pour acheter quoi? Le silence de ma conscience? Il la dévisagea, interloqué. C'était la dernière chose à laquelle il s'attendait, de la morale.
Je vous offre une vie sans soucis matériels. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent, dit-il sèchement. J'ai une vie, répliqua-t-elle tranquillement. Je ne suis peut-être pas riche, mais elle n'est pas vide. J'ai mon travail, mes amis, mes livres. Que croyez-vous m'offrir que je ne possède pas déjà? La pitié d'un homme qui me voit comme un actif à acquérir pour conclure une affaire? Le mot « actif » le frappa de plein fouet. C'était exactement le terme qu'il avait utilisé dans sa tête. Elle ne pouvait pas le voir, mais elle le lisait avec une clarté désarmante. Pour la première fois de sa vie de négociateur, Guillaume Arnaud était à court d'arguments. Il avait basé toute sa stratégie sur l'appât du gain, sur l'évidence logique. Elle venait de pulvériser ses certitudes avec quelques phrases calmes. Il se leva, prêt à partir, sentant la conversation lui échapper. « Alors, c'est non. Vous refusez ?» Claire se leva à son tour, sa silhouette fine se découpant devant la fenêtre. « Je n'ai pas dit ça. » Il s'arrêta perplexe. « Alors quoi ?» Elle tourna son visage vers lui. Même si ses yeux ne le fixaient pas, il se sentit plus scruté que jamais. « Je ne signerai aucun contrat, monsieur Arnaud. Pas de cette manière. Si je dois envisager cette proposition insensée, ce ne sera pas pour de l'argent. Je ne me vendrai pas. Je dois comprendre. Comprendre pourquoi votre grand-père a fait une chose pareille. Et je dois savoir qui est l'homme à qui il me demande de lier ma vie, même sur le papier. » Elle fit un pas vers lui. « Je vous donne une contre-proposition. Avant de vous donner une réponse, oui ou non, vous allez passer une journée avec moi, ici, à Annecy, loin de vos avocats et de vos gardes du corps. Juste vous et moi, une journée, c'est ma seule condition. » Guillaume la regarda abasourdi. Il était venu pour conclure un accord en 30 minutes. Elle lui demandait du temps. Elle ne voulait pas son argent. Elle voulait une part de sa vie. C'était la chose la plus absurde et la plus inattendue qu'il ait jamais entendue. C'était aussi la seule offre sur la table. Guillaume Arnaud n'était pas un homme qui cédait aux ultimatums. C'était lui qui les posait. Il était celui qui dictait les termes, qui fixait le rythme des négociations et qui, invariablement, repartait avec ce qu'il était venu chercher. L'idée de se soumettre à la condition absurde de cette femme était une insulte à son intelligence et à sa manière de fonctionner. Passer une journée entière dans cette ville de province endormie, une perte de temps colossale. 12 heures qu'il aurait pu consacrer à l'analyse des marchés asiatiques, à la finalisation du budget de son nouveau palace à Dubaï ou à l'écrasement d'un concurrent un peu trop ambitieux. Pourtant, il se retrouvait le lendemain matin, sortant à nouveau de son Aston Martin, garé au même endroit. Il avait passé une nuit blanche, à peser le pour et le contre avec une rationalité glaciale. Le résultat était sans appel. Il n'avait pas le choix. Son aversion pour cette mascarade était immense, mais sa peur de perdre son empire était infiniment plus grande. Il allait donc jouer le jeu, se plier à ce caprice ridicule, et en finir. Il se promit de rester distant, silencieux, un observateur clinique qui validerait une dernière fois la viabilité de son investissement avant de passer à l'acte. Claire l'attendait devant la bibliothèque, sa canne à la main, un simple trench beige sur sa robe. Le vent léger agitait quelques mèches échappées de son chignon. Elle n'était pas accompagnée, ce qui le surprit. Il s'était attendu à ce qu'elle demande à une amie de se joindre à eux, comme une sorte de chaperon ou de témoin. Sa solitude était un acte de confiance ou de courage qui le déstabilisa légèrement. « Bonjour, monsieur Arnaud », dit-elle en entendant le son de ses pas sur le pavé. Son visage était tourné vers lui, comme si elle le voyait. « Je vois que vous avez accepté ma proposition. Appelons ça une revue diligente, » répondit-il froidement. « Où allons-nous » Un sourire fugace effleura ses lèvres. « Revue diligente. Vous avez un vocabulaire fascinant. Pour commencer, nous allons au marché. C'est samedi. Le marché. L'incarnation de tout ce qu'il détestait. La foule, le bruit, l'inefficacité. Il l'a suivi en silence, à travers les rues sinueuses de la vieille ville. Son costume impeccable et son allure rigide, détonnante au milieu des touristes en short et des locaux avec leurs paniers en osier. Claire, elle, se déplaçait avec une fluidité déconcertante. Sa canne n'était pas un obstacle, mais une extension d'elle-même, tapotant légèrement le sol pour lire le relief du chemin.
Elle ne marchait pas vite, mais avec une assurance qui le força à ralentir son propre pas, à s'adapter à son rythme. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas celui qui menait la danse. Le marché de la vieille ville était une explosion sensorielle. Des étals colorés débordaient de fruits et de légumes, l'air embaumait un mélange de fromage, de reblochon, de pain chaud et de lavande. Le brouhaha des conversations, des rires, des appels des vendeurs formait une cacophonie vivante. Pour Guillaume, c'était un chaos désorganisé. Il ne voyait que la perte de temps, la promiscuité, l'hygiène douteuse. Claire s'arrêta devant l'étal d'un maraîcher. « Bonjour, Pascal » lança-t-elle joyeusement. Le vendeur, un homme au visage buriné par le soleil, lui rendit son sourire. « Claire, comment vas-tu, ma belle? Je t'ai mis de côté les premières tomates cœur de bœuf. Elles sentent le soleil, tu vas voir. » Elle prit une tomate dans sa main, la soupesa, la porta près de son visage pour en humer le parfum. « Vous avez raison, c'est le parfum de l'été. » Elle se tourna vers Guillaume. « Vous voulez sentir? C'est autre chose que les tomates sous plastique de supermarché. » Il refusa d'un signe de tête qu'elle ne pouvait voir. Non merci, elle n'insista pas. Mais tout au long de leur déambulation, elle continuait de lui décrire son monde. Pas avec pitié, mais avec une simplicité factuelle qui le désarmait. « Écoutez ce son », dit-elle près d'un stand de fromage. « C'est le son du couteau qui coupe une meule de Beaufort. Il a un grincement particulier, un peu gras. Ça veut dire que le fromage est bien affiné. » Un peu plus loin, elle le fit s'arrêter. « Sentez, c'est le basilic frais. Il sent le poivre et l'herbe coupée. C'est plus puissant que n'importe quel parfum. » Guillaume n'écoutait qu'à moitié, l'esprit ailleurs, calculant déjà comment structurer leur contrat de mariage. Et pourtant, malgré lui, des bribes de ce monde sensoriel s'infiltraient dans sa forteresse. Il n'avait jamais pensé à l'odeur du basilic ou au son d'un couteau coupant du fromage. Pour lui, la nourriture était du carburant, le temps était de l'argent et l'essence était des distractions. Après le marché, elle le mena jusqu'aux rives du lac. Ils s'assirent sur un banc public, face aux eaux cristallines, où se reflétèrent les sommets encore enneigés des Alpes. Le paysage était d'une beauté à couper le souffle, une beauté visuelle. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. La question était si absurde qu'il répondit avec une franchise brutale. « Comment pouvez-vous le savoir ?» Il regretta sa question, à peine l'avait-il posée. Elle sonnait cruellement, mais Claire ne se formalisa pas. Elle semblait s'y attendre. « Je n'ai pas besoin de le voir pour savoir que c'est beau, » répondit-elle doucement, son visage tourné vers le lac. « Je sens le vent sur mon visage. Il est différent ici, plus frais. Il a une odeur, celle de l'eau profonde et de la pierre. J'entends le bruit des vaguelettes qui viennent mourir sur la rive, le cri des goélands au-dessus de nous. J'entends aussi les rires des enfants qui jouent là-bas et le son lointain du moteur d'un bateau. Pour vous, c'est une image, une carte postale parfaite. Pour moi, c'est une symphonie. Chaque élément a sa propre musique. La beauté n'est pas seulement dans ce que l'on voit, monsieur Arnaud. Elle est surtout dans ce que l'on ressent. » Guillaume resta silencieux, pour la première fois véritablement troublé. Il regarda le paysage qu'il avait jugé si parfait quelques secondes plus tôt. Le vent sur sa peau, le son de l'eau. Il n'y avait pas prêté attention. Il avait consommé l'image, l'avait classée dans la catégorie « beau » et était passé à autre chose. Il n'avait rien ressenti. Il réalisa avec une clarté effrayante qu'en un sens, le plus aveugle des deux n'était pas celle qu'il croyait. Il voyait tout, mais ne percevait rien. « Votre grand-père aimait venir ici, » continua-t-elle, sa voix le tirant de sa torpeur. « Mon père m'amenait parfois avec lui au domaine. Le vieil monsieur Arnaud s'asseyait sur un banc comme celui-ci pendant des heures. Il disait que c'était le seul endroit où il pouvait entendre ses propres pensées. C'était une facette de son grand-père qu'il ne connaissait pas. L'homme qu'il avait connu était un titan des affaires, un stratège impitoyable, pas un contemplatif qui écoutait le silence. Un doute s'insinua en lui pour la première fois. Et si cette clause n'était pas une farce? Et si c'était un message qu'il était incapable de déchiffrer? La journée se termina ainsi, dans un mélange étrange de banalité et de révélations subtiles. Quand il la raccompagna à sa porte, le crépuscule drapait la ville d'une lumière douce. Alors,
Votre revue diligente est terminée » demanda-t-elle, une pointe d'ironie dans la voix. Il la regarda vraiment cette fois. Il ne voyait plus seulement la jeune femme aveugle, la condition embarrassante de son testament. Il voyait une personne dotée d'une force tranquille et d'une perception du monde si radicalement différente de la sienne qu'elle en était presque vertigineuse. « J'aurai une proposition pour vous d'ici la fin de la semaine. Mes avocats vous contacteront, » dit-il, retombant dans son jargon familier par pur réflexe de protection. « Je ne veux pas parler à vos avocats, monsieur Arnaud. Je veux vous parler à vous, » répondit-elle fermement. « Et ce ne sera pas une proposition. Ce sera une décision que nous prendrons. Ou pas. » Sur ces mots, elle entra chez elle, le laissant seul sur le trottoir. Guillaume retourna à sa voiture, l'esprit en ébullition. L'affaire, qu'il avait crue si simple, était devenue infiniment compliquée. Elle ne voulait pas son argent. Elle ne voulait pas de contrat préétabli. Elle voulait de l'authenticité. Un concept qu'il n'avait pas utilisé depuis si longtemps qu'il en avait oublié la signification. De retour à Lyon, l'univers de Guillaume reprit ses droits. Le silence de son bureau n'était pas celui organique et apaisant de la bibliothèque d'Annecy, mais un vide technologique, un murmure quasi inaudible produit par les serveurs informatiques et la climatisation. Par la baie vitrée, la ville s'étalait, un réseau complexe de flux et de pouvoirs, une entité qu'il avait appris à maîtriser. Il passa les 2 jours suivants à faire ce qu'il faisait de mieux, travailler. Il enchaîna les visioconférences avec Tokyo, New York et Londres, disséqua des rapports financiers, arbitra des conflits entre ses directeurs. Il s'immergea dans la logique froide et implacable des chiffres, espérant y noyer le souvenir dérangeant de la journée passée à Annecy. Mais les images, ou plutôt les sensations, persistaient. Le parfum des tomates mûries au soleil, le bruit de l'eau clapotant contre la pierre, la texture d'une vieille reliure sous ses doigts qu'elle lui avait fait toucher. Surtout, la voix de Claire, une voix calme qui avait fait voler en éclats ses certitudes les mieux ancrées. Il se surprit, lors d'une réunion sur les plans d'un nouveau spa de luxe, à penser à elle, lui expliquant que la beauté résidait dans le ressenti. Quel était le ressenti d'une suite à 10 000 € la nuit? Le luxe, le pouvoir, la vacuité? Son plan initial, simple et brutal, semblait maintenant d'une grossièreté confondante. Il ne pouvait plus lui envoyer un contrat rédigé par des avocats. Elle avait créé une brèche dans son armure. Elle avait exigé une connexion humaine, aussi ténue soit-elle, comme préalable à leur arrangement. Ne pas honorer cette exigence tacite serait, il le sentait instinctivement, vouer l'accord à l'échec. Et l'échec n'était pas dans son vocabulaire. Le 3e jour, après avoir repoussé l'échéance aussi loin que possible, il annula sa dernière réunion et ferma la porte de son bureau. Il se servit un verre d'eau, resta debout face à la fenêtre, contemplant son royaume de verre et d'acier. Il ne pouvait pas déléguer, c'était ce qu'elle lui avait demandé. Parler à lui et non à ses sbires. Avec une profonde réticence, il composa son numéro. Elle répondit après la 2e sonnerie. « Allô ?» Sa voix simple, sans le filtre d'un secrétariat, le surprit. « Mademoiselle Delacroix, c'est Guillaume Arnaud. » Un court silence. « Bonjour, monsieur Arnaud. Je m'attendais à votre appel. » Il y avait dans sa voix une absence totale de surprise ou de soumission, juste une attente calme. « J'ai réfléchi, » commença-t-il, sa voix reprenant le ton impersonnel des affaires. « Votre condition d'une journée a été remplie. Je suis prêt à procéder. » « Procéder à quoi, monsieur Arnaud ?» Sa question était douce, mais incisive. « À la signature d'un document que je n'ai pas lu ou à la définition de notre accord ?» Il serra les mâchoires. Elle ne lâchait rien. « À la définition de notre accord », concéda-t-il, le mot lui coûtant un effort. « Bien, dans ce cas, j'ai aussi réfléchi. J'ai des conditions. » C'était le comble. La fille du jardinier, la bibliothécaire aveugle, posait ses conditions au PDG de l'un des plus grands groupes hôteliers du monde. Une partie de lui avait envie de raccrocher, de tout envoyer au diable. Mais l'image de son empire s'effondrant le retint. « Je vous écoute, » dit-il, la voix glaciale. « Premièrement, dit-elle, pas de somme d'argent forfaitaire. Je n'ai pas besoin d'être acheté. Si nous faisons cela, je dois vivre dans votre monde. Vous me fournirez ce qui est nécessaire pour cela, ni plus ni moins. Ce sera un rôle que je jouerai, et un rôle à des frais, pas un prix d'achat.
Deuxièmement, aucune décision concernant notre vie publique ne sera prise sans que je sois consulté. Je ne serai pas une marionnette cachée dans un placard. Si je dois être votre femme, même en apparence, je ne le ferai pas en ayant honte. Troisièmement, et c'est le plus important, je veux la vérité. Pourquoi votre grand-père a-t-il fait ça? Je sais que vous ne connaissez pas la réponse, mais vous devez me promettre que nous la chercherons ensemble. Guillaume resta silencieux, abasourdi. Ces conditions n'étaient pas financières. Elles étaient basées sur la dignité, le respect et une quête de sens commune. C'était un territoire qui lui était complètement inconnu. Elle ne demandait pas d'argent. Elle demandait à être considérée comme une partenaire dans cette farce. Une partenaire, pas un actif. C'est tout? Demanda-t-il incrédule. C'est tout, c'est beaucoup, je sais. En échange, je vous donnerai ce que vous voulez. Ma signature, ma présence quand ce sera nécessaire, et ma discrétion absolue. Je serai l'épouse dont vous avez besoin pour sécuriser votre héritage. L'absurdité de la situation était totale, mais la logique de ses propos était implacable. Elle lui offrait une issue, mais une issue qui l'obligerait à changer ses propres règles du jeu. Un long silence s'installa. Il entendait sa respiration calme à l'autre bout du fil. Elle ne le pressait pas. Elle lui laissait l'espace pour prendre sa décision. Finalement, il expira lentement. « Entendu. J'accepte vos conditions. »« Alors, monsieur Arnaud ?» dit-elle, et pour la première fois, il crut déceler un soupçon de chaleur dans sa voix. « Je suppose que nous allons devoir nous marier. » Après avoir raccroché, Guillaume appela Antoine Dubois, le membre le plus ancien du conseil d'administration et ancien confident de son grand-père. Il le convoqua dans son bureau. Antoine était un homme de la vieille école, un patricien lyonnais dont la famille avait fait fortune dans la soie. Il incarnait la prudence et la tradition. Guillaume lui exposa la situation sans détour, le testament, la clause et sa décision. Il ne mentionna pas les conditions de Claire. Antoine l'écouta, le visage passant de la surprise à l'incrédulité, puis à une profonde inquiétude. Quand Guillaume eut terminé, le vieil homme retira ses lunettes et se frotta les yeux, un signe de grande fatigue. « Guillaume, mon garçon, pardonne-moi, mais c'est de la démence pure. Édouard devait avoir perdu la tête. Une fille de jardinier, une jeune femme, handicapée, tu imagines les répercussions pour l'image de la marque? Arnaud, un prestige, c'est l'excellence, l'inaccessible. Nous vendons du rêve, pas de la pitié. C'est soit ça, soit nous perdons tout au profit d'une fondation, rétorqua Guillaume, la mâchoire serrée. Il n'y a pas d'autre solution. Mais il y en a forcément une. Contester le testament, prouver l'incapacité mentale au moment de la rédaction. J'ai vérifié. Maître Dubois a été formel. C'est blindé. Édouard a fait ça en pleine possession de ses moyens. Antoine se leva et fit les 100 pas. Le conseil va hurler. Les actionnaires vont paniquer. Les tabloïds vont nous dévorer tout cru. Guillaume, tu es au sommet du monde. Cet arrangement te tirera vers le bas. Il fera de toi une curiosité, une anecdote. L'homme puissant et sa pauvre petite femme aveugle. C'est un désastre en termes de communication. Chaque mot d'Antoine était une flèche qui visait juste, résonnant avec les propres peurs de Guillaume. Mais la décision était prise. Le conseil m'a mis à cette place, pour que je prenne des décisions difficiles, déclara Guillaume, sa voix ne laissant place à aucune discussion. C'en est une. Le mariage aura lieu, discrètement, bientôt. Je vous demande de m'aider à préparer le terrain. Antoine le regarda longuement, un air de tristesse dans les yeux. Il voyait le PDG impitoyable, mais aussi le garçon qu'il avait vu grandir, désormais prisonnier d'une situation inextricable. Comme tu voudras, Guillaume, comme tu voudras, mais tu joues avec le feu, et je ne suis pas certain que tu saches qui de vous deux finira brûlé. Après le départ d'Antoine, Guillaume resta seul, face à la nuit qui tombait sur Lyon. Les lumières de la ville s'allumèrent, dessinant une constellation artificielle de pouvoir et de richesse. Il avait gagné, il avait trouvé un accord, il allait sauver son entreprise, mais pour la première fois, sa victoire avait un goût de cendre. Il venait de lier son destin à une inconnue qui ne voyait rien, mais qui, il en avait la terrifiante intuition, voyait bien plus clair en lui qu'il ne se voyait lui-même. La mairie de Villeurbanne n'avait rien de romantique. C'était un bâtiment fonctionnel des années 70,
tout en béton et en verre, dont la salle des mariages semblait avoir été conçue pour des procédures administratives plutôt que pour des unions sacrées. Le choix du lieu était de Guillaume. Discret, efficace, impersonnel. Loin des regards indiscrets du centre de Lyon, loin des fastes qui auraient dû accompagner le mariage de l'héritier des hôtels Arnaud en Prestige. Pour lui, ce n'était qu'une formalité, un obstacle logistique à franchir le plus rapidement possible. Il attendait, droit et immobile, dans un costume sombre, aux côtés d'Antoine Dubois, qui avait accepté d'être son témoin avec la mine d'un homme se rendant à une exécution. Antoine n'avait pas dit un mot dans la voiture, mais son silence était plus lourd de reproches que n'importe quel discours. La porte s'ouvrit et Claire entra. Elle était accompagnée d'Élise, son amie de la bibliothèque, qui lui tenait le bras. Guillaume l'observa avec la distance d'un critique d'art, examinant une toile. Elle ne portait pas de blanc, mais une robe simple en laine couleur crème, qui tombait avec une élégance sobre jusqu'à ses genoux. Ses cheveux étaient simplement coiffés, retenus par une discrète barrette. Elle n'avait ni bijoux, ni maquillage ostentatoire. Son seul accessoire était le calme serein qui émanait d'elle. Elle avançait lentement mais sans hésitation, guidée par son ami, le visage légèrement levé, comme pour absorber l'atmosphère du lieu. En la voyant, une irritation sourde pinça le cœur de Guillaume. Elle ne jouait pas le jeu. Il y avait dans sa simplicité une forme de défi. Elle ne cherchait pas à s'intégrer à son monde, ni même à en simuler les codes. Elle restait elle-même, une pièce unique et inclassable qu'il était contraint d'intégrer à son puzzle parfaitement ordonné. La cérémonie fut d'une brièveté clinique. L'adjointe au maire, une femme fatiguée qui avait visiblement hâte de commencer son week-end, lut les articles du Code civil d'une voix monotone. Les regards des deux témoins étaient lourds de sens. Antoine observait Guillaume avec une profonde inquiétude, tandis qu'Élise ne quittait pas Claire des yeux, son expression oscillant entre la protection et l'appréhension. Quand vint le moment du consentement, le oui de Guillaume fut net, précis, sans inflexion. C'était la confirmation d'une clause contractuelle. Le oui de Claire, en revanche, fut plus doux, presque un murmure, mais tout aussi ferme. Il n'y eut pas d'échange d'alliance. Guillaume avait jugé cet accessoire inutile et potentiellement compliqué. Il n'y eut pas de baiser. Quand l'officiante les déclara mari et femme, un silence gêné s'installa, que personne ne sembla savoir comment briser. Ils signèrent le registre, Guillaume d'un paraphe sec et anguleux, Claire d'une écriture appliquée, sa main glissant sur le papier avec une lenteur calculée. Dehors, sur le parvis balayé par le vent, l'inconfort était palpable. Il n'y avait ni invités, ni rires, ni applaudissements, juste 4 personnes figées dans un instant surréaliste. Élise serra Claire dans ses bras longuement, lui murmurant à l'oreille des mots que Guillaume ne put entendre. Antoine se contenta de poser une main sur l'épaule de Guillaume. « Fais attention, mon garçon », fut sa seule déclaration. Puis les 2 témoins partirent, chacun de leur côté, laissant Guillaume et Claire seuls pour la première fois en tant que mari et femme. « Ma voiture est par ici », dit-il simplement. Le trajet jusqu'à son penthouse au sommet de la tour la plus moderne de Lyon se fit dans un silence presque total. Installée dans le cocon de cuir et de technologie de la Bentley, Claire semblait une anomalie. Elle ne disait rien, ses mains sagement posées sur ses genoux. Elle ne posait aucune question sur la destination. Guillaume se concentra sur la conduite, reconnaissant qu'elle ne cherche pas à combler le vide par un bavardage inutile. Mais son silence n'était pas passif, il était attentif. Il avait l'impression qu'elle écoutait le ronronnement du moteur, le bruit de la ville qui filtrait à travers les vitres blindées, et peut-être même les battements de son propre cœur. L'ascenseur privé s'ouvrit directement dans l'appartement. L'effet était toujours spectaculaire. Un immense espace ouvert, aux murs de verre, offrant une vue panoramique à 270 degrés sur toute la ville. Le mobilier était minimaliste, design, dans des tons de noir, de blanc et de gris. C'était une forteresse de solitude, un espace conçu pour impressionner, pas pour vivre. Claire fit quelques pas prudents à l'intérieur, puis s'immobilisa, la tête inclinée. Elle ne pouvait pas voir la vue à couper le souffle, ni l'épure du design. Elle percevait autre chose. « C'est très grand », dit-elle.
Ce n'était pas la taille de l'appartement qui l'avait frappé, mais l'écho de ses propres pas sur le sol de marbre. Et très silencieux, elle inspira profondément. Ça ne sent rien. Pas le bois, pas les livres, pas la nourriture, juste le neuf, l'aseptisé. La remarque, énoncée sans jugement, le frappa plus durement qu'un reproche. Personne ne lui avait jamais dit que son appartement ne sentait rien. C'était vrai. Il était si rarement là, et tout était si neuf, si impersonnel, qu'aucune odeur de vie n'avait eu le temps de s'y imprégner. C'était un showroom, pas un foyer. « La cuisine est là-bas », dit-il pour rompre le charme, son ton se voulant purement informatif. « Votre chambre est au bout du couloir, sur la gauche, la mienne est sur la droite. Elles ont chacune leur propre salle de bain. » Il avait déjà délimité les territoires, tracé des frontières invisibles, séparés, mais sous le même toit. C'était la base de leur accord. Claire hocha simplement la tête, absorbant les informations. Le soleil commençait à décliner, incendiant le ciel lyonnais de teintes oranges et violettes qu'elle ne verrait jamais. Les lumières de la ville s'allumaient une à une, transformant le panorama en un tapis de diamants. Guillaume se sentit mal à l'aise dans son propre espace. Il était habitué à cette solitude, il la recherchait même. Mais la présence de Claire, calme et silencieuse, la rendait soudainement tangible, pesante. Ce n'était plus de la solitude, c'était du vide. Pour se raccrocher à quelque chose de concret, il retourna à la logistique. « J'allais commander à dîner. Y a-t-il quelque chose que vous n'aimez pas ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle tourna son visage dans sa direction, et même si ses yeux ne le fixaient pas, il se sentit pour la première fois la cible de toute son attention. « Avant de dîner, j'aimerais vous parler, Guillaume, » dit-elle, et l'usage de son prénom sans le formel « monsieur » marqua un changement subtil mais définitif dans leur dynamique. Vraiment parler. « Vous vous souvenez de mes conditions ? Je dois comprendre. Nous devons commencer par ça. » Sa demande flottait entre eux, dans le grand salon vide, alors que la nuit tombait sur la ville à leurs pieds. Le contrat était signé, la cérémonie terminée. Mais la véritable négociation, la plus périlleuse, ne faisait que commencer. Guillaume laissa tomber ses clés sur une console en verre avec un bruit sec qui résonna dans le silence. C'était un son familier, le signal de fin de journée, le retour dans sa forteresse. Mais ce soir, le son semblait creux, presque triste. La demande de Claire l'agaçait. Il avait franchi tous les obstacles, supporté l'humiliation d'une cérémonie grotesque, et maintenant, au lieu du silence et de la distance convenue, elle exigeait une conversation, un débriefing émotionnel pour lequel il n'avait ni le temps ni l'envie. « Parler de quoi exactement ?» demanda-t-il, son ton à la limite de l'impolitesse. Il se dirigea vers le bar intégré dans un mur de laque noir et se servit un verre de whisky, un single malt écossais, dont le prix aurait pu payer plusieurs mois de loyer de l'appartement de Claire à Annecy. Il ne lui proposa pas de boire quelque chose, un oubli délibéré, une façon de maintenir la distance. Elle ne sembla pas s'en offusquer. Elle resta debout au centre de l'immense pièce, tournant lentement sur elle-même. « Votre appartement est comme une tour de guet, » dit-elle doucement. « On doit se sentir très puissant ici, et très seul. » La remarque le piqua au vif. C'était trop juste. « La solitude est le prix de la réussite, » répliqua-t-il, citant une de ces maximes vides de sens qu'il utilisait parfois en interview. Elle sourit légèrement, un sourire qu'il commençait à connaître et à redouter. Ce n'était pas un sourire d'amusement, mais de lucidité. « C'est ce que vous vous dites ? Je crois plutôt que la réussite est le prétexte de votre solitude. » Elle s'avança, guidée par le son de sa voix et le bruit du verre qu'il posait sur le comptoir, et s'assit sans y être invitée sur l'un des vastes canapés blancs. Le meuble, conçu pour des réceptions mondaines, semblait la dévorer. Mais elle y était assise avec un aplomb royal. Il soupira, comprenant qu'il ne pourrait y échapper. Il s'assit à l'autre bout du canapé, maintenant entre eux une distance respectable. La ville scintillait derrière elle, l'auréolant d'une lumière électrique et froide. « Très bien, nous parlons, » dit-il. « Qu'est-ce que vous voulez savoir? Les détails du compte en banque qui sera ouvert à votre nom? Les arrangements pour votre garde-robe ?» Il la provoquait délibérément. Il voulait la ramener sur le terrain qu'il maîtrisait, celui des transactions, de la logistique, de l'argent. Elle secoua la tête. « Rien de tout cela ne m'intéresse ce soir. Je veux savoir qui vous êtes, Guillaume.
Pas le PDG d'Arnaud & Prestige, pas le petit-fils d'Édouard Arnaud, juste vous. La question le laissa sans voix. Personne ne lui avait jamais demandé ça. On lui demandait son opinion sur l'économie mondiale, ses prévisions de croissance, ses stratégies d'acquisition. Mais qui êtes-vous? C'était une question pour un philosophe ou un adolescent, pas pour un homme de son envergure. Je suis celui qui dirige cette entreprise, répondit-il platement. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Non, insista-t-elle avec une douceur implacable. Ça, c'est ce que vous faites. Ce n'est pas qui vous êtes. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez? En dehors du travail, quelle musique vous fait vibrer? Quel est le dernier livre qui vous a ému? Quel est votre plat préféré? Celui qui vous rappelle votre enfance? Ces questions simples, presque enfantines, le frappèrent avec une force inouïe. La musique, il écoutait des podcasts économiques dans sa voiture. Les livres, des biographies de magnates et des essais de stratégie. La nourriture. Il mangeait dans les meilleurs restaurants du monde, mais se souvenait rarement de ce qu'il y avait dans son assiette. Quant à l'enfance, c'était un territoire lointain, une série de pensionnats et de vacances solitaires dans les hôtels de son grand-père. Ma vie ne laisse pas de place à ce genre de futilité, finit-il par articuler, sa voix trahissant une faille dans son armure. Ce ne sont pas des futilités, Guillaume. Ce sont les choses qui font de nous des êtres humains. Ce sont les textures de la vie. Elle fit une pause. Le son de votre voix est toujours le même. Calme, contrôlé, précis. Mais quand vous parlez de vous, il y a rien. Juste du vide. Comme cette pièce. Elle est magnifique, impeccablement décorée. Mais elle n'a pas d'âme. Elle ne raconte aucune histoire. Comme vous. Chaque mot était un scalpel qui découpait ses défenses une à une. Il se sentit soudain nu, exposé sous le regard de cette femme qui ne pouvait même pas le voir. C'était insupportable. « Et vous » lança-t-il, tentant de retourner l'attaque contre elle. « Vous vivez entouré de vieux livres dans une petite ville de province. Quelle grande âme cela fait-il de vous ?» Sa méchanceté flotta dans l'air, mais elle ne sembla pas l'atteindre. « Je suis une femme qui aime l'odeur de la pluie sur les vieux pavés, la sensation du soleil sur ma peau en hiver, la voix de mon ami Léo quand il parvient à déchiffrer une phrase en braille. J'aime le goût des framboises cueillies directement sur le buisson. Je suis une femme qui sait qu'elle a peu de choses, mais qui les ressent profondément. Vous possédez le monde, mais j'ai l'impression que vous ne ressentez rien du tout. C'est peut-être ça, la différence entre nous. » Il se leva d'un bond, incapable de rester assis plus longtemps. Il se sentait piégé. Elle venait de formuler la vérité la plus terrifiante de son existence. Une vérité qu'il passait son temps à fuir en se noyant dans le travail, les acquisitions, la conquête. Il était un empereur régnant sur un royaume de fantômes, à commencer par lui-même. « Pourquoi » Sa voix était rauque, presque un murmure. « Pourquoi me dites-vous tout ça ?» Elle tourna son visage vers le son de ses pas. Parce que si nous devons passer les prochains mois liés l'un à l'autre, je ne peux pas le faire avec un fantôme. Et aussi parce que je pense que c'est ce que votre grand-père voulait. Cette dernière phrase le ramena sur terre. Son grand-père, le début et la fin de ce cauchemar. « Vous ne savez rien de mon grand-père, » cracha-t-il. « Je sais qu'il m'envoyait une carte d'anniversaire chaque année. Je sais qu'il demandait de mes nouvelles à mon père. Et je sais qu'il vous a laissé son empire, mais qu'il vous a forcé à me trouver. Il ne vous a pas seulement imposé un mariage, il vous a imposé un miroir. Peut-être qu'il pensait qu'une femme aveugle serait la seule personne capable de vous voir vraiment. » La conversation avait duré moins de 30 minutes, mais en 30 minutes, Claire Delacroix, la femme qu'il considérait comme une clause gênante dans un contrat, avait déconstruit toute sa vie avec une précision chirurgicale. Elle l'avait vu. Elle, qui ne voyait rien, l'avait vu entièrement. Et pour la première fois, au lieu de se sentir puissant au sommet de sa tour, Guillaume Arnaud se sentit simplement et terriblement vu. Un sentiment à la fois effrayant et étrangement presque libérateur. La première nuit était loin d'être terminée, mais l'amour, sous sa forme la plus inattendue, venait de frapper à la porte de son cœur blindé. Le lendemain matin, Guillaume se réveilla avant l'aube, un réflexe ancré par des années de discipline. Habituellement, il se levait, enfilait sa tenue de sport et courait sur le tapis roulant face à la baie vitrée, regardant le jour se lever sur sa ville.
planifiant déjà sa journée comme une campagne militaire. Mais ce matin, il resta allongé, les yeux fixés sur le plafond gris perle de sa chambre minimaliste. La conversation de la veille résonnait encore en lui, chaque mot de Claire s'étant imprimé dans son esprit avec une netteté dérangeante. Il vous a imposé un miroir. Il se sentait agité, à vif. Pour la première fois, la perspective d'une journée de réunion et de décisions stratégiques lui semblait fade, insignifiante. Il sortit de sa chambre, traversa le grand salon silencieux et trouva Claire déjà dans la cuisine. Elle était simplement vêtue d'un pantalon souple et d'un pull, ses pieds nus sur le marbre froid. Elle se déplaçait avec une lenteur méthodique, ses mains explorant le plan de travail, les portes des placards, la machine à café. « Bonjour », dit-il, sa voix le surprenant lui-même par sa douceur inhabituelle. Elle sursauta légèrement. « Bonjour, je suis désolé, j'espère que je ne vous ai pas réveillé. J'essayais de cartographier mon nouvel environnement. C'est plus facile quand tout est calme. » Il la regarda faire. Elle n'était pas maladroite, juste délibérée. Chaque geste était mesuré. Elle ouvrait un placard, palpait les objets à l'intérieur, des tasses, des verres, mémorisant leur emplacement, puis le refermait. Elle agissait avec le soin d'un archéologue découvrant un site nouveau. Pour elle, cette cuisine high-tech et impersonnelle était un territoire inconnu à conquérir, non par la vue, mais par le toucher et la mémoire. Il réalisa qu'il n'avait jamais réfléchi à l'aspect pratique de sa présence. Pour lui, elle était une abstraction, une idée. Désormais, elle était une femme aveugle dans sa cuisine ultramoderne où toutes les commandes étaient tactiles et invisibles. Un cauchemar d'ergonomie pour elle. « La machine à café est compliquée, » dit-il en s'approchant. « C'est une plaque à induction tactile. Laissez-moi faire. » Il prit une capsule, l'inséra et appuya sur une icône lumineuse invisible pour elle. La machine se mit à vrombir. « Merci, » dit-elle. « Chez moi, j'ai une cafetière italienne. J'aime le son de l'eau qui commence à frémir et l'odeur du café qui monte. Ça fait partie du plaisir. » Une autre pique involontaire. Sa machine à 1 000 €, un bijou de technologie, ne produisait qu'un résultat. La sienne, une simple cafetière à quelques euros, produisait une expérience. Il lui tendit la tasse. Leurs doigts s'effleurèrent. Le contact fut bref, presque inexistant, mais il lui fit l'effet d'une légère décharge électrique. La peau de Claire était douce, chaude. Il retira sa main brusquement. Le monde extérieur ne tarda pas à s'immiscer dans leur bulle fragile. Son téléphone sonna. C'était Marc, son chef de la sécurité. Son ton était grave. « Monsieur Arnaud, les premiers articles sont sortis. Un blog financier, puis un tabloïd en ligne. Ils ont eu vent du mariage. Le titre est « Le PDG d'Arnaud en Prestige épouse une inconnue dans le plus grand secret. Ils n'ont pas encore les détails, mais ils cherchent. Ça ne va pas tarder à exploser. » Guillaume sentit une boule de glace se former dans son estomac. Il s'y attendait, mais pas si vite. « Gérez ça, coupez toutes les sources et préparez le service communication. On va devoir faire une déclaration. » Il raccrocha, le visage dur. La partie visible de l'iceberg venait d'apparaître. Il se tourna vers Claire. Elle n'avait pas bougé, sirotant son café, mais son expression était attentive. Elle avait tout entendu. « Ils savent, » dit-il inutilement. Elle hocha la tête. « C'était inévitable. Que comptez-vous faire ? » « Je vais publier un communiqué de presse. Court, factuel, annoncer notre mariage privé et demander le respect de notre vie privée. » C'était la procédure standard. Contrôler le narratif, limiter les dégâts. Mais Claire posa sa tasse. « Non, ce n'est pas ce que nous allons faire. » Il la dévisagea, l'agacement revenant au galop. « Je vous demande pardon ? C'est mon service communication, ma réputation, mon entreprise. C'est ma vie aussi désormais, » répliqua-t-elle calmement, mais avec une force d'acier. « Vous souvenez-vous de mes conditions ? Aucune décision concernant notre vie publique sans me consulter. Vous n'allez pas me cacher, Guillaume. Vous n'allez pas faire de moi une note de bas de page embarrassante dans votre communiqué de presse. Si nous devons faire face à ça, nous le ferons ensemble et nous le ferons debout. » Son audace le laissa sans voix. Elle ne comprenait donc pas la situation, le ridicule qui les attendait, la pitié, les moqueries. « Ils vont vous dévorer, » dit-il,
sa voix plus inquiète qu'il ne l'aurait voulu. « Ils vont découvrir que vous... Ils vont utiliser votre handicap. Ils seront cruels. Je veux vous protéger de ça. » Un silence s'installa entre eux. Pour la première fois, Claire sembla touchée. Son visage s'adoucit. « Je sais que c'est votre intention, dit-elle, mais vous devez comprendre quelque chose. Je vis avec ça depuis l'âge de 16 ans. J'ai affronté la pitié, la condescendance, l'ignorance. Ça fait mal parfois, mais je ne suis pas fragile. Mon handicap ne me définit pas. Ce qui me blesserait, ce serait que mon mari ait honte de moi. » Le mot « mari » lui fit un effet étrange. C'était la première fois qu'elle l'utilisait. Il sonnait à la fois vrai et complètement faux. « Alors, que proposez-vous » demanda-t-il, se sentant soudain comme un débutant. « Nous n'allons pas faire de communiqué de presse. C'est un acte de défense. C'est admettre qu'il y a quelque chose à cacher. Nous allons faire le contraire. Nous allons prendre le contrôle. Il y a ce gala de charité pour la Fondation des hôpitaux de Lyon dans 2 semaines. Votre entreprise est le principal sponsor. Vous devez y être. Et alors ? Et alors ? J'irai avec vous. » La proposition était si folle, si suicidaire en termes de relations publiques qu'il faillit en rire. S'exposer ainsi, la jeter dans la fosse aux lions devant le tout Lyon, les photographes, les journalistes, c'est hors de question, trancha-t-il. Ce serait un désastre. Ce sera un désastre si vous y allez seul, en laissant planer le mystère sur votre épouse secrète. Ils inventeront les pires histoires. Ou si vous vous cachez. La meilleure défense, Guillaume, c'est parfois l'attaque. Ou plutôt, dans notre cas, une simple affirmation de la réalité. Oui, nous sommes mariés. Voici ma femme. Point. Plus il y aura de naturel et de normalité, moins ils auront de grains à moudre. Ne leur donnons pas un secret à pourchasser. Donnons-leur un fait avec dignité. Il la regarda, abasourdi par sa lucidité stratégique. C'était audacieux, risqué, mais il devait admettre que sa logique se tenait. Se cacher ne ferait qu'attiser les rumeurs. La confrontation, aussi terrifiante soit-elle, pourrait tuer l'histoire dans l'œuf. C'était une stratégie qu'il aurait pu concevoir lui-même dans le monde des affaires. Appliquer cette tactique kamikaze à sa vie personnelle lui semblait cependant relever de la folie. Mais en la regardant, si droite, si déterminée, il comprit qu'elle n'avait pas peur. Ou si elle avait peur, elle était prête à l'affronter. Pour elle, pour lui. Pour l'heure, nous, si précaires. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, sa voix n'étant plus celle d'un PDG donnant un ordre, mais celle d'un homme demandant conseil. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, » répondit-elle, « mais j'aurais besoin d'une chose. »« Quoi ? Une très belle robe, et que vous me décriviez la tête de tous ces gens quand nous entrerons. » Un sourire involontaire, le premier vrai sourire depuis des jours, se dessina sur les lèvres de Guillaume. C'était insensé. C'était terrifiant, mais pour la première fois, il sentit qu'il n'était plus seul face à ce problème. Ils étaient 2, une équipe improbable, un PDG voyant et une bibliothécaire aveugle, prêts à marcher dans l'arène. Les 2 semaines qui suivirent furent les plus étranges de la vie de Guillaume Arnaud. Son existence, habituellement réglée comme du papier à musique, où chaque note était une transaction financière et chaque silence une manœuvre stratégique, se mua en une partition dissonante et imprévisible. Son penthouse, autrefois un sanctuaire de solitude glaciale, devint le quartier général d'une opération commando dont l'objectif était de préparer l'entrée de Claire dans le monde. Un monde qui, il le savait, n'attendait que la première occasion pour la juger, la disséquer et la rejeter. La première étape, et non la moindre, fut la robe. L'idée que Claire puisse se rendre dans les boutiques de luxe de la rue du Président Édouard Herriot était inenvisageable. Guillaume utilisa ses contacts et, en moins de 24 heures, leur salon fut transformé en un showroom privé digne d'une maison de haute couture. Une créatrice lyonnaise, renommée, discrète et habituée aux caprices des plus fortunés, arriva avec une armée de portants chargés de fourreaux de soie, de mousseline et de satin. La scène fut surréaliste. Guillaume, qui n'avait jamais accordé plus de 5 minutes au choix de ses propres tenues, se retrouva assis sur le canapé blanc, devenant les yeux de sa femme. La créatrice, une femme élégante nommée Madame Valérie,
comprit la situation avec un tact admirable, après un bref aparté avec Guillaume. Elle présentait chaque robe, non pas en termes visuels, mais en termes de texture et de coupe. Celle-ci, Madame Arnaud, est en crêpe de soie, très fluide. Elle effleure le corps sans le contraindre. Elle a un tombé lourd, presque liquide, expliquait-elle. Claire écoutait, puis s'avançait pour toucher le tissu, ses doigts parcourant les coutures, la délicatesse d'une broderie, la froideur d'une incrustation de perles. Mais c'est vers Guillaume qu'elle se tournait pour la question essentielle. De quelle couleur est-elle, Guillaume? Que vous évoque-t-elle? Déstabilisé, il devait traduire une information visuelle en une émotion. Il se surprit à chercher ses mots, à puiser dans un vocabulaire sensoriel qu'il ne savait pas posséder. C'est un rouge, pas un rouge agressif, plutôt le rouge d'un vin de Bourgogne vieilli en fût, profond, chaud, dit-il pour une robe. Pour une autre, c'est un vert émeraude mais très sombre, comme la mousse sur une pierre au fond d'une forêt. Il lui décrivait les robes, et en les décrivant, il la regardait, elle. Il l'imaginait les portant, et pour la première fois, il la voyait non plus comme une clause testamentaire ou un problème à gérer, mais simplement comme une femme. Une femme dont le cou était fin, dont les épaules étaient délicates, dont la présence silencieuse emplissait la pièce d'une grâce inattendue. Finalement, leur choix se porta sur une robe d'une simplicité trompeuse, d'un bleu saphir, presque nocturne. Le tissu était un velours de soie qui absorbait la lumière, lui donnant une profondeur abyssale. La coupe était épurée, tombant droit jusqu'au sol, avec une seule concession à la fantaisie, des manches longues et fendues qui bougeaient avec l'ampleur d'ailes délicates à chaque mouvement. Celle-ci, dit Claire après l'avoir touchée, son visage tourné vers Guillaume. Qu'en pensez-vous? Il la regarda, simplement vêtue de son pull et de son pantalon, et projeta l'image de la robe sur elle. Je pense que personne ne regardera personne d'autre dans la salle, répondit-il, et la sincérité dans sa propre voix le surprit. La préparation ne fut pas que vestimentaire. Chaque soir, après ses journées de travail harassantes, il s'entraînait. Le grand salon devint une salle de bal imaginaire. Guillaume lui apprit à prendre son bras, à sentir ses changements de direction, à anticiper ses arrêts. « Ne vous accrochez pas », lui expliquait-il, sa main posée sur la sienne. « Posez juste votre main. C'est moi votre guide. Faites-moi confiance. Si je ralentis, vous le sentirez. Si je me tourne, mon corps vous l'indiquera. » C'était un exercice de confiance absolue, pour elle qui devait s'abandonner à son guidage dans un environnement hostile et inconnu. Pour lui, qui portait soudain la responsabilité de chaque pas qu'elle ferait. Cette proximité physique, au début clinique et technique, devint peu à peu naturelle. Il s'habitua au poids léger de sa main sur son bras, au parfum subtil de sa peau, à la concentration intense sur son visage. Pendant ce temps, la pression du monde extérieur montait crescendo. Antoine Dubois l'appelait tous les jours. Le conseil d'administration était au bord de l'insurrection. « Ils disent que tu sabotes l'entreprise, Guillaume !» s'exclama le vieil homme au téléphone, sa voix tremblante de fureur et d'inquiétude. « Faire défiler sa femme aveugle comme un trophée de foire, voilà ce qu'ils disent. Ils parlent de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour te démettre de tes fonctions pour faute de gestion de l'image de la marque. »« Ils n'ont qu'à essayer, » répondit Guillaume, le cœur battant, mais la voix plus ferme que jamais. Il pensait à Claire, à sa dignité, à son courage. « Ma femme s'appelle Claire. Elle est plus courageuse que tous ces lâches réunis. S'ils ont un problème, qu'ils viennent me le dire en face. » En raccrochant, il réalisa qu'il n'avait pas seulement défendu sa décision. Il l'avait défendue, elle. Son allégeance avait changé de camp. Il n'était plus seulement le gardien de l'empire de son grand-père, il devenait, sans même s'en rendre compte, le protecteur de cette femme. La veille du gala, une sorte de calme étrange s'abattit sur le penthouse. Tout était prêt. La robe attendait, suspendue comme une promesse nocturne. La coiffeuse et la maquilleuse étaient réservées pour le lendemain. La voiture était commandée. La bataille était imminente. Ce soir-là, ils ne parlèrent ni de la soirée, ni du conseil d'administration. Ils dînèrent en silence, un repas simple qu'ils avaient préparé ensemble. Ou plutôt, qu'elle avait préparé, se déplaçant dans la cuisine désormais familière, tandis qu'il lui servait d'assistant
lui passant les ingrédients et les ustensiles. Après le dîner, ils se tinrent près de la baie vitrée. La ville, indifférente, scintillait à leurs pieds. « Avez-vous peur » demanda-t-il doucement. Elle prit un temps avant de répondre. « Oui » admit-elle dans un souffle. « J'ai peur de trébucher. J'ai peur qu'on se moque de moi. J'ai peur qu'on se moque de vous à cause de moi. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Sa vulnérabilité, si rarement exposée, le toucha profondément. Elle n'était pas un roc d'assurance. Elle était humaine, et elle était effrayée. Il ne fit pas ce qu'il aurait fait d'habitude, offrir une solution pragmatique ou une phrase toute faite. Au lieu de cela, il fit un pas vers elle et, pour la toute première fois, il posa sa main sur son bras. Non pas pour la guider, mais juste pour être là. « Moi aussi, j'ai peur », avoua-t-il, et cette confession lui coûta plus que n'importe quelle décision d'affaires à 1 milliard d'euros. « Mais voilà ce que je vous promets. Si vous trébuchez, je serai là, je ne vous laisserai pas tomber. Nous entrerons dans cette salle ensemble et nous en sortirons ensemble, quoi qu'il arrive. » Elle se tourna vers lui, son visage nimbé par la lumière des gratte-ciels lointains. Elle ne pouvait pas voir le trouble dans ses yeux, ni la sincérité qui, pour la première fois, avait remplacé le masque de froideur. Mais elle pouvait le sentir. Elle leva sa main libre et la posa doucement sur sa joue. Le contact de sa paume contre sa peau rugueuse par le stress de la journée fut un choc, un geste d'une intimité pure et inattendue. « Merci, Guillaume » murmura-t-elle. Dans ce silence, suspendu au-dessus de la ville, il n'était plus un PDG et une épouse de convenance. Ils étaient juste un homme et une femme, deux alliés au seuil de la bataille, trouvant dans la peur de l'autre un réconfort qu'ils n'avaient jamais cru possible. Le soir du gala, l'air du Penthouse crépitait d'une tension palpable. Guillaume, dans son smoking noir impeccable, se sentait comme un général avant la charge décisive. Il avait passé la journée à ériger des murailles mentales, à se préparer à l'hostilité, aux murmures, aux regards assassins. Son reflet dans la baie vitrée lui renvoyait l'image d'un homme maître de lui. Mais à l'intérieur, ses nerfs étaient à vif. Tout ce qu'il avait construit, tout l'empire Arnaud et Prestige, semblait suspendu à la manière dont cette soirée allait se dérouler. La porte de la chambre de Claire s'ouvrit. Elle apparut sur le seuil, guidée par la maquilleuse, qui se retira ensuite sur la pointe des pieds. Guillaume se retourna, et le temps parut s'arrêter. Les mots lui manquèrent. Il avait choisi la robe, il avait vu le tissu, il l'avait imaginé la portant. Mais la réalité dépassait tout ce qu'il avait pu concevoir. La robe bleu nuit épousait sa silhouette avec une grâce liquide, le velours de soie semblant avoir été tissé avec l'essence même du crépuscule. Ses cheveux avaient été relevés en un chignon complexe et bas, laissant quelques mèches encadrer son visage et dévoiler la ligne délicate de son cou. Le maquillage était subtil, mettant en valeur la pâleur de sa peau et la plénitude de ses lèvres. Elle n'avait qu'un seul bijou, un prêt de la créatrice. De simples boucles d'oreilles de saphir et de diamants qui captaient la lumière, rappelant des étoiles dans un ciel nocturne. Mais ce n'était pas seulement la beauté de sa parure qui coupa le souffle de Guillaume. C'était la façon dont elle se tenait, droite, sereine, comme si elle portait cette robe de haute couture avec la même aisance qu'un pull familier. Elle était l'incarnation de la dignité. « Est-ce que... ça va ?» demanda-t-elle, son inquiétude perçant dans le timbre de sa voix. Le silence de Guillaume l'avait visiblement alarmé. « Est-ce que j'ai l'air ridicule ?» Il s'approcha lentement d'elle, sa gorge serrée par une émotion qu'il ne savait nommer. Ce n'était pas de l'admiration, c'était plus profond, c'était une forme de révélation. « Non, Claire, » dit-il, sa voix plus rauque qu'à l'accoutumée, « vous n'avez pas l'air ridicule, vous avez l'air inévitable. » Il s'arrêta juste devant elle. « Vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais vue. » Un léger frisson la parcourut et une couleur rosée monta à ses joues. C'était un compliment qu'elle ne pouvait vérifier dans aucun miroir. Elle ne pouvait que le croire, ou ne pas le croire, en se fiant uniquement au son de sa voix. Dans la voiture qui les menait vers l'Opéra de Lyon où se tenait le gala, Claire prit une profonde inspiration. « D'accord, racontez-moi. À quoi cela ressemble ?» Guillaume regarda par la fenêtre les rues illuminées, essayant de les voir pour elle. La nuit est très noire, mais la ville est parsemée de lumières dorées, comme des braises.
Les bâtiments haussmanniens sont éclairés par en dessous, cela leur donne un air théâtral, comme des décors. Les platanes du quai sont nus, leurs branches ressemblent à des veines noires sur le ciel. Les gens marchent vite, emmitouflés dans leurs manteaux. C'est une nuit d'hiver froide et élégante. Il parlait lentement, et elle écoutait, son visage tourné vers lui, construisant la scène dans son esprit. Elle lui offrait une perception différente du monde. Il lui offrait en retour le monde qu'elle ne pouvait plus voir. Ils se complétaient d'une manière inattendue. L'arrivée devant l'opéra fut un choc. Des dizaines de flashs crépitèrent dès que leur Bentley s'arrêta. Guillaume sentit Claire se crisper à son bras. « Ne vous inquiétez pas, murmura-t-il, sa bouche près de son oreille. C'est juste de la lumière, comme un orage silencieux. Restez près de moi. Ne dites rien. Souriez juste. » Le portier ouvrit la porte. Le bruit de la foule leur parvint, un murmure qui s'amplifia instantanément à leur vue. Guillaume sortit le premier, puis se retourna et tendit la main à Claire. Elle la prit. Sa paume était froide. Il la serra doucement. En la voyant apparaître, vêtue de sa robe magnifique, un silence de stupeur s'abattit une fraction de seconde sur les photographes, suivi d'une frénésie de clics encore plus intense. Il la guida sur le tapis rouge. Il sentait des centaines d'yeux rivés sur eux. Chaque pas était un supplice et un triomphe. Il marchait la tête haute, le regard droit devant, ignorant les questions criées par les journalistes. Claire, à son bras, avançait avec une grâce surnaturelle, le visage serein, un léger sourire sur les lèvres. Personne n'aurait pu deviner la peur qui la tenaillait. Elle avait l'air d'une reine. À l'intérieur du grand foyer de l'opéra, l'atmosphère était encore plus pesante. Le gratin de Lyon était là, industriels, politiciens, vieilles familles. Leurs conversations s'interrompirent à leur passage. Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. Guillaume pouvait sentir la curiosité se muer en jugement, en pitié, en mépris. Il vit Antoine Dubois dans un coin, le visage blême. Il croisa le regard glacial de Jean-Claude Maréchal, son principal concurrent, dont les lèvres arboraient un sourire carnassier. Il mena Claire vers un endroit un peu moins exposé, près d'une colonne monumentale. « Décrivez-moi leur tête, comme vous me l'aviez promis, » murmura-t-elle, son courage ne la quittant pas. Guillaume baissa les yeux vers elle. Une admiration sans borne l'envahit. « La plupart sont choqués, » dit-il à voix basse. « Ils ne savent pas quoi penser. Les femmes vous dévisagent, elles analysent votre robe, vos bijoux. Elles sont jalouses, je crois. Les hommes me regardent moi. Certains avec pitié, d'autres avec une sorte de respect craintif parce que j'ai osé faire ça. Notre ami Maréchal, lui, a l'air de savourer un bonbon acidulé. Mais vous savez quoi? Quoi? Vous les intimidez. Votre calme les terrifie. Ils s'attendaient à voir une victime, une petite chose fragile. Ils voient une femme qui n'a besoin de l'approbation de personne. Soudain, une femme élégante et plus âgée, au port aristocratique, fendit la foule et s'avança vers eux. C'était Geneviève de la Rochère, la matriarche d'une des plus anciennes familles de soyeux lyonnais, une femme dont le jugement faisait et défaisait les réputations. Un silence tendu s'installa. « Guillaume, » dit-elle de sa voix claire et autoritaire, « il paraît que vous nous avez caché quelque chose, vous n'allez pas nous présenter ?» Le défi était lancé. C'était un test. Guillaume resserra sa prise sur la main de Claire. « Geneviève, permettez-moi de vous présenter ma femme, Claire Arnaud. » Madame de la Rochère porta son regard sur Claire. Elle l'examina de la tête aux pieds. Claire, sentant la présence et le silence, ne se démonta pas. « Bonsoir, madame, » dit-elle simplement, sa voix douce mais assurée. La vieille dame eut un léger temps d'arrêt, puis elle tendit la main, non pas à Guillaume, mais à Claire. Élise, leur amie, leur avait appris la bonne manière. Claire trouva la main de son interlocutrice avec une précision délicate. « Enchantée, madame Arnaud, votre robe est absolument divine, et ce bleu, il a la profondeur d'un lac de montagne au crépuscule. » C'était la validation ultime, le sceau d'approbation. Madame de la Rochère, en la décrivant visuellement, venait de la reconnaître et de la traiter non pas comme une personne handicapée, mais comme une égale. Une vague de soulagement parcourut l'assemblée. La matriarche avait parlé. L'incident était clos.
Plus tard dans la soirée, alors que les murmures s'étaient transformés en une curiosité plus bienveillante, Guillaume entraîna Claire sur la terrasse qui surplombait la place des terreaux. Loin du bruit et de la chaleur, l'air frais de la nuit était vivifiant. « On a survécu, dit-il en souriant. « Vous avez survécu? C'est moi qui marchais dans le noir complet, le taquina-t-elle gentiment. Il se tourna vers elle. La musique de l'orchestre leur parvenait, assourdie. C'était une valse lente et mélancolique. Sans réfléchir, il posa une main au creux de sa taille et prit son autre main dans la sienne. « Guillaume, qu'est-ce que vous faites? Ce qu'un mari est censé faire dans un gala, danser avec sa femme. Faites-moi confiance. 1, 2, 3, 1, 2, 3. » Et sous le ciel étoilé de Lyon, au milieu des statues de l'opéra, il la fit valser. Lentement. Claire, d'abord hésitante, se laissa aller, suivant ses mouvements avec une confiance aveugle, la tête légèrement posée contre son épaule. Dans cet instant suspendu, il n'y avait plus de contrat, plus de conseil d'administration, plus d'héritage. Il n'y avait qu'un homme et une femme, tournoyant doucement au son d'une musique lointaine. Et Guillaume sut, avec une certitude qui le frappa en plein cœur, qu'il était tombé profondément, irrévocablement amoureux d'elle. Le silence du lendemain matin était différent. Ce n'était plus le vide pesant des premiers jours, mais une quiétude douce, habitée, un espace partagé. Guillaume trouva Claire dans le salon, assise près de la baie vitrée, une tasse de thé fumant entre ses mains. Le soleil matinal inondait la pièce d'une lumière blanche et froide, et pour la première fois, l'appartement ne semblait plus stérile, mais simplement paisible. Il y avait une présence, une chaleur, qui n'avait rien à voir avec le système de chauffage au sol. C'était elle. « Le calme après la tempête », dit-il, en s'approchant. Elle sourit sans tourner la tête, sentant sa présence. « J'entends les journaux qui sont livrés en bas. Je me demande ce que les oracles ont à dire ce matin. » Guillaume était descendu les chercher 1 heure plus tôt. Il tenait les principaux quotidiens et magazines People, les posa sur la table basse et s'assit en face d'elle. « Prête pour la revue de presse? Seulement si vous n'édulcorez rien, je veux la vérité, même si elle est cruelle. » Il déplia le premier journal, une publication économique habituellement très critique à son égard. Il y avait une photo d'eux sur le tapis rouge, une image magnifique. Il avait l'air protecteur, elle radieuse. Le titre était sobre. Guillaume Arnaud présente sa femme et fait taire les rumeurs. L'article, étonnamment, était presque laudatif. Il parlait d'un coup de maître en communication, louant l'élégance et la dignité de Claire et qualifiant leur apparition de moment de grâce inattendu qui redéfinit l'image du jeune leader. Il lut l'article à voix haute. Puis il en lut un autre d'un tabloïd. Même la prose habituellement venimeuse était adoucie. L'épouse mystérieuse de Guillaume Arnaud, Claire, a conquis le tout Lyon par son charme et sa beauté. Loin des clichés, une histoire d'amour authentique. À chaque mot qu'il lisait, Guillaume sentait le poids de l'angoisse des dernières semaines se dissoudre. Ils n'avaient pas seulement survécu, ils avaient gagné. Contre toute attente, la stratégie kamikaze de Claire avait fonctionné. Sa sincérité et sa dignité avaient été des armes bien plus puissantes que toutes les stratégies de communication que son équipe aurait pu concevoir. Quand il eut fini, un silence ému flotta entre eux. « Alors, dit-elle doucement, ils ne m'ont pas traité de pauvre petite chose aveugle. »« Non, répondit-il, la gorge un peu nouée. Ils vous ont traité de reine. » Elle posa sa tasse et, dans un geste d'une simplicité désarmante, elle tendit sa main à travers la table. Il la prit sans hésiter. Leurs doigts se lacèrent, une connexion silencieuse qui en disait plus que n'importe quel mot. La bataille était gagnée, la paix semblait à portée de main. Quand Guillaume arriva à son bureau plus tard dans la matinée, l'atmosphère avait radicalement changé. Les regards fuyants avaient été remplacés par des saluts respectueux, voire admiratifs. Son assistante lui sourit pour la première fois depuis des semaines. La nouvelle du gala avait fait le tour de l'entreprise. Il avait non seulement sauvé la face, mais il avait gagné en stature. Il était devenu imprévisible, audacieux, un leader qui n'avait pas peur. Antoine Dubois l'attendait dans son bureau, un verre de cognac à la main malgré l'heure matinale. « Je n'y aurais jamais cru, » dit le vieil homme secouant la tête.
Jamais. Tu as retourné la situation d'une manière magistrale. Elle est exceptionnelle, cette jeune femme. Édouard n'était pas sénile après tout. Il était visionnaire. L'approbation d'Antoine était la validation ultime du monde qu'il avait toujours connu. C'était la preuve qu'il pouvait avoir les deux, l'Empire éclair, le trône et le cœur. Les jours suivants furent une lune de miel inattendue. Guillaume se surprenait à quitter le bureau plus tôt, non par obligation mais par envie. Il avait hâte de rentrer, de lui raconter sa journée, d'entendre la sienne. Ils exploraient Lyon ensemble. Il lui décrivait les traboules secrètes du vieux Lyon, les couleurs des étals du marché de la Croix-Rousse, la vue depuis la basilique de Fourvière. En retour, elle lui apprenait à écouter la ville, à sentir les odeurs des boulangeries, à toucher la texture des vieilles pierres. Elle lui rouvrit un monde sensoriel qu'il avait scellé depuis l'enfance. Ils n'étaient plus simplement son guide. Ils étaient les explorateurs d'un univers commun qu'ils inventaient jour après jour. Son amour pour elle, d'abord une prise de conscience fulgurante, s'approfondissait en une tendresse constante, un besoin de sa présence qui le stupéfiait lui-même. Mais la paix est un luxe que le monde des affaires ignore. Environ une semaine après le gala, la tempête frappa, plus violente et insidieuse que celle qu'il venait d'affronter. Le coup de fil venait de New York. C'était le PDG de Global Spire Holdings, un conglomérat américain titanesque, leader mondial de l'hôtellerie de grand luxe. Ils étaient des concurrents, des requins. « Monsieur Arnaud », dit la voix, avec un accent de Wall Street qui sonnait comme le cliquetis d'un coffre-fort. « Nous suivons votre travail depuis des années. Vous avez fait d'Arnaud un prestige, une marque d'exception. Nous pensons qu'il est temps de parler. Pas de concurrence, mais de fusion. » Global Spire et Arnaud & Prestige réunis créeraient une entité intouchable, la force de frappe américaine alliée au raffinement français. C'était l'offre d'une vie, le genre de proposition qui fait entrer un homme dans la légende des affaires, une fusion qui le placerait à la tête du plus grand groupe hôtelier de luxe au monde, l'ambition de sa vie entière, servie sur un plateau d'argent. Il accepta une réunion, le cœur battant la chamade, d'une excitation qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Les négociations se déroulèrent à une vitesse fulgurante, via des visioconférences sécurisées. Les synergies étaient évidentes, les chiffres colossaux. Le vieux Guillaume, le prédateur, était de retour. Il était brillant, incisif, redoutable. Le dernier jour des pourparlers préliminaires, alors que tout semblait sur le point de se conclure, le PDG américain John Harrison afficha un sourire en coin. « Il reste un dernier point, Guillaume. Un détail de branding et d'image, vous comprenez? Nous avons fait notre due diligence. Notre nouvelle entité doit incarner la perfection, la force, une image irréprochable. C'est le socle de notre succès. Votre récente situation maritale, bien que gérée avec brio sur le plan local, présente une vulnérabilité sur le marché international. L'image du leader est cruciale. » Un froid glacial s'insinua dans les veines de Guillaume. Il savait ce qui allait arriver. « Pour que cette fusion aille de l'avant, » continua Harrison, sa voix mielleuse mais tranchante comme le verre pilé, nos investisseurs exigent une clarification de votre situation personnelle. Nous avons besoin que vous soyez totalement alignés sur l'image de la nouvelle marque. Concrètement, la condition sine qua non à la signature de cet accord est la dissolution de votre mariage. Le monde de Guillaume bascula. Le silence qui suivit dans la salle de conférence fut absolu. Il se sentit comme s'il venait de recevoir un coup en plein plexus. La proposition de rêve venait de se transformer en un dilemme cauchemardesque. Il lui demandait de choisir. D'un côté, l'apogée de sa carrière, le couronnement de l'œuvre de sa famille, le pouvoir mondial. De l'autre, Claire, son cœur, son âme. Il lui demandait de détruire la seule chose authentique qu'il avait jamais construite pour obtenir un empire encore plus grand, mais infiniment plus vide. La cage dorée qu'il venait à peine d'entr'ouvrir se refermait sur lui avec la brutalité d'un piège d'acier. Guillaume resta assis dans la salle de conférence vide longtemps après la fin de l'appel.
Le visage souriant de John Harrison avait disparu de l'écran, mais ces mots flottaient encore dans l'air, toxiques et implacables. La dissolution de votre mariage. La phrase était clinique, dénuée d'émotion, comme s'il s'agissait de liquider un actif non performant. Et d'une certaine manière, pour ces hommes, c'est ce que Claire était devenue. Une ligne dans la colonne des passifs, un risque pour l'image de marque. Un conflit d'une violence inouïe éclata en lui, une guerre civile entre deux versions de lui-même. Le Guillaume d'avant, le bâtisseur d'empire, lui hurlait que c'était une chance unique, le couronnement de sa vie. Les sacrifices étaient inhérents au succès. Une annulation de mariage, aussi désagréable soit-elle, n'était qu'un ajustement de plus sur la voie de la grandeur. Il pouvait mettre Claire à l'abri du besoin pour le reste de ses jours. Une compensation généreuse. Ce n'était, après tout, qu'une affaire de chiffres. Mais le Guillaume de maintenant, celui qui avait appris à décrire les couleurs et à danser sous les étoiles, suffoquait à cette idée. Dissoudre son mariage. Cela signifiait la renvoyer, la chasser de sa vie. Effacer les 2 dernières semaines comme une erreur de calcul, retourner seul dans le penthouse silencieux, possesseur du monde entier, mais vide de tout ce qui comptait désormais. Le souvenir de sa main sur sa joue, de son rire quand il lui décrivait maladroitement un tableau au musée des Beaux-Arts, de son calme courageux face à une foule hostile. Sacrifier cela, c'était impensable, c'était se sacrifier lui-même. Pendant plusieurs jours, il fut un homme hanté. Il se jeta dans l'analyse des détails techniques de la fusion, cherchant une échappatoire dans le langage familier des chiffres. Mais il était distant, ailleurs. Claire le sentit immédiatement. Elle ne pouvait pas voir les cernes sous ses yeux, ni la tension dans sa mâchoire, mais elle pouvait entendre la fatigue dans sa voix, l'absence dans ses silences. « Il y a quelque chose qui ne va pas, Guillaume », lui dit-elle un soir, alors qu'il fixait son assiette sans y toucher. « Vous êtes retourné dans votre tour de guet. Je vous sens à des kilomètres. »« Non, tout va bien, » mentit-il. « Juste un dossier très complexe au bureau. Une grosse acquisition. Ah, est-ce une bonne chose? C'est la plus grosse opportunité de ma carrière, admit-il. Alors pourquoi n'avez-vous pas l'air heureux? Vous devriez être sur un nuage. Au lieu de ça, j'ai l'impression d'entendre le bruit de la glace qui se brise sous vos pas. Sa perspicacité le terrifiait. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. Comment lui avouer que le prix de son rêve était de la détruire? Il imagina la scène. Les mots seraient cruels, monstrueux. Il voyait déjà la douleur sur son visage, la trahison dans sa posture, et une partie de lui, la partie la plus lâche et la plus arrogante, celle du PDG habitué à tout contrôler, pensa qu'il pourrait la protéger de cette douleur, qu'il pouvait prendre la décision pour elle, arranger les choses proprement, et lui présenter une situation de fait, enrobée dans un cocon financier qui la mettrait à l'abri pour toujours. C'était sa plus grande erreur. Une erreur née de l'amour, mais nourrie par une vie passée à croire que l'argent et le contrôle pouvaient tout résoudre. Sans lui en parler, il contacta son avocat personnel. « Je veux que vous prépariez 2 choses, » dit-il au téléphone, enfermé dans son bureau comme dans un bunker. « D'abord un trust, une fondation au nom de Claire Delacroix. Dotez-la d'un capital suffisant pour qu'elle n'ait plus jamais à se soucier de rien. Assurez-vous que ce soit irrévocable et entièrement à sa disposition. Ensuite, commencez les démarches pour une procédure d'annulation de mariage. Je veux que tout soit prêt à être signé. Discrétion absolue. Elle ne doit être au courant de rien pour le moment. » En prononçant ces mots, il sentit un morceau de son âme mourir. Il se justifiait. « Je le fais pour elle, pour lui épargner la violence des négociations, pour lui éviter l'humiliation d'être un obstacle. Je la protège. » Mais au fond de lui, une petite voix lui murmurait qu'il se protégeait surtout lui-même. Il protégeait son ambition. Quelques jours plus tard, alors que Guillaume était enfermé dans une réunion interminable, le téléphone fixe du penthouse sonna. Claire, qui lisait un livre en braille sur le canapé, le laissa sonner plusieurs fois. Finalement, elle décrocha. « Allô, résidence Arnaud ?»« Bonjour, madame », fit une voix d'homme, formelle et un peu embsée. Maître Leroux à l'appareil, du cabinet Vérac & Associés. Je suis l'un des avocats de monsieur Guillaume Arnaud.
J'appelle concernant la mise en place du trust à votre nom et les modalités pour la procédure d'annulation. » L'avocat continua de parler, mais Claire n'entendait plus. Chaque mot était une déflagration silencieuse qui soufflait tout sur son passage. Trust, procédure d'annulation. Les termes techniques et froids étaient d'une violence inouïe. La vérité, brutale, la frappa de plein fouet. Quand Guillaume rentra ce soir-là, la première chose qui le frappa fut le silence. Pas le silence paisible auquel il s'était habitué, mais un silence lourd, absolu, glacial. La lumière du crépuscule filtrait à travers les baies vitrées, plongeant la pièce dans une pénombre bleutée. Il trouva Claire dans leur chambre, sa chambre. Une petite valise était posée sur le lit. Elle était en train de plier soigneusement le pull qu'elle portait la veille. Ses gestes étaient lents, précis, dénués de toute colère apparente. C'était pire que de la colère. C'était une forme de deuil. « Claire, qu'est-ce que tu fais ?» Elle ne se retourna pas. « Je rentre chez moi, à Annecy. » Le sang de Guillaume se glaça. « Quoi? Pourquoi? De quoi parles-tu » Elle se tourna enfin vers lui. Son visage était pâle, et pour la première fois, il lui parut infiniment triste et las. Il n'y avait plus d'étincelles, plus de défis, juste une blessure profonde. « Votre avocat a appelé, » dit-elle simplement. Le monde de Guillaume s'effondra. Il n'y avait rien à dire, aucune échappatoire. Il était démasqué. « Claire, écoute, je peux tout expliquer. »« Expliquer quoi ?» le coupa-t-elle, sa voix se brisant pour la première fois. « Que vous avez décidé de ma vie dans mon dos, que vous avez mis un prix sur mon départ. La seule chose que je vous avais demandé, Guillaume, la toute première condition, c'était la vérité. Pas de secret. Et vous avez fait ça. Je l'ai fait pour te protéger, » s'écria-t-il, s'entendant prononcer les mots exacts qu'il s'était répétés pour se convaincre. « Ils m'ont forcé à choisir. Cette fusion, c'est l'œuvre de ma vie. Ils ont exigé que vous vous débarrassiez de l'épouse aveugle encombrante, » termina-t-elle à sa place, sa voix dénuée de tout apitoiement, juste un constat factuel et terrible. « Je le comprends. C'est de la logique commerciale. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'êtes pas venu m'en parler. Pourquoi vous ne m'avez pas fait confiance? Pensiez-vous que j'étais trop faible pour entendre la vérité? Pensiez-vous que j'allais me mettre en travers de votre œuvre, de votre vie ?» Elle fit un pas vers lui. « Vous ne m'avez pas protégé, Guillaume. Vous m'avez trahi. Vous avez brisé la seule chose qui comptait entre nous, la confiance. Vous n'avez pas dissous un mariage. Vous avez brisé la possibilité de ce que nous aurions pu devenir. » Il voulut la prendre dans ses bras, la retenir, mais il se sentit paralysé par la justesse de ses accusations. Il avait tout gâché. Elle ferma sa valise. Le clic du fermoir résonna dans la chambre, comme le son d'une porte de prison qui se referme. « J'ai appelé un taxi. Il arrive. Adieu, Guillaume. » Elle passa à côté de lui, sans un regard, et se dirigea vers la sortie. Il resta immobile, incapable de bouger, de parler, de respirer. Il l'entendit traverser le grand salon vide, la porte de l'ascenseur s'ouvrir puis se refermer. Puis, le silence revint. Un silence total, comme au premier jour. Sauf que cette fois, il était insupportable. Guillaume Arnaud était seul au sommet de sa tour, avec une vue imprenable sur un empire qui ne lui avait jamais semblé aussi vide et sans valeur. Il venait d'obtenir tout ce dont il avait toujours rêvé. Et il venait de perdre tout ce dont il avait réellement besoin. Les mois qui suivirent furent une longue descente dans un hiver de l'âme pour Guillaume. Il avait obtenu tout ce qu'il voulait. La fusion avec Global Spire Holdings fut saluée par le monde de la finance comme un coup de génie. Son nom était sur toutes les lèvres, dans tous les journaux économiques. On le qualifiait de visionnaire, de conquérant. Il présidait des réunions depuis son bureau lyonnais ou depuis un jet privé, jonglant avec des milliards et décidant du sort de milliers d'employés. Il était au sommet du monde, et chaque soir, il rentrait seul dans son penthouse, où le silence était devenu une torture. L'absence de Claire était un membre fantôme, il la sentait partout. Dans le vide, sur le canapé où elle aimait s'asseoir, dans le parfum d'un livre en braille qu'elle avait oublié sur une table, dans l'écho de ses propres pas sur le marbre froid. Il avait ordonné à une femme de ménage de tout ranger,
de tout nettoyer, de faire disparaître toute trace d'elle, mais son essence était imprégnée dans les murs, dans l'air, en lui. Il ne vivait plus dans un palais de verre, mais dans un mausolée de ses regrets. La victoire avait un goût de cendre. Les félicitations de son conseil d'administration lui parvenaient comme un bruit de fond insignifiant. La voix satisfaite de John Harrison au téléphone le laissait de marbre. Il avait conclu le marché de sa vie, mais il avait perdu le sens de cette vie. Il se surprenait à regarder Lyon par la baie vitrée, non plus comme un roi contemple son royaume, mais comme un prisonnier sa cour de promenade. Elle lui avait appris à voir le monde, et maintenant, sans elle, tout était redevenu plat en 2 dimensions. Un simple décor. Pendant ce temps, à Annecy, Claire avait retrouvé son refuge. La bibliothèque Saint-Jean, avec son odeur de vieux papier et de temps suspendu, l'avait accueillie comme une mère. Ses amis, Élise en tête, l'entourèrent de leur affection discrète, ne posant aucune question indiscrète, mais lui offrant une présence constante et réconfortante. Elle avait repris ses cours avec Léo et les autres enfants, retrouvant dans leurs petits doigts hésitants sur les pages en braille un but, une raison d'être. Mais elle aussi était tentée. La douleur de la trahison était une blessure sourde, constante. Ce n'était pas la fin du mariage arrangé qui la faisait souffrir. C'était la fin de la promesse de ce qu'ils étaient devenus. C'était la perte de cette connexion inattendue et miraculeuse. C'était le souvenir de la chaleur de sa main, la guidant dans une valse sous les étoiles. Une chaleur qu'elle savait maintenant n'avoir été qu'une illusion. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle rangeait des livres, Élise s'approcha. « Tu es plus silencieuse que d'habitude, Claire, » dit-elle doucement. « La pluie me rend mélancolique. »« Non, ce n'est pas la pluie, » insista Élise avec la franchise de l'amitié. « Ton cœur est à Lyon. » Claire s'arrêta, une pile de livres dans les bras. Les larmes qu'elle avait si longtemps retenues lui montèrent aux yeux. Elle hocha la tête, incapable de parler. « C'était réel, n'est-ce pas ?» murmura Élise. « Pour vous deux. »« Je le croyais, » répondit Claire, sa voix brisée. C'est ça le plus dur. J'ai cru que, pour la première fois, quelqu'un me voyait vraiment. Ironique, n'est-ce pas? C'est lui qui avait les yeux pour voir, mais c'est moi qui étais aveugle. À Lyon, le point de rupture de Guillaume arriva un samedi après-midi. Incapable de supporter la solitude de son appartement, il erra dans la ville sans but. Ses pas le menèrent sur les quais de Saône. Il s'assit sur un banc, regardant les péniches glisser sur l'eau grise. C'était un de ces endroits qu'il lui avait décrit. Il ferma les yeux et essaya de faire ce qu'elle lui avait appris. Écouter, sentir. Il entendit le clapotis de l'eau, le cri lointain d'une mouette, les conversations des passants. Il sentit le vent froid sur son visage, l'odeur humide du fleuve. Mais la symphonie n'était plus là. Ce n'était qu'une collection de bruits et de sensations. Sans elle pour lui en donner le sens, le monde était redevenu un chaos de données brutes. Il était redevenu aveugle, d'une cécité bien plus profonde que la sienne. Il comprit alors avec une clarté effroyable que ce n'était pas son empire qu'il avait choisi, mais sa prison. La fusion n'était pas un accomplissement, c'était le dernier barreau qu'il venait de sceller à sa cage dorée. Et le prix en avait été sa seule chance de liberté. Son grand-père ne lui avait pas demandé de se marier. Il lui avait offert une clé, et il l'avait jetée dans le fleuve. Cette prise de conscience ne fut pas un simple regret, ce fut un cataclysme, une démolition de tout ce sur quoi il avait bâti son identité, le PDG, le conquérant, le stratège. En toutes ces facettes de lui-même lui parurent soudain ridicules, des costumes vides de sens. Qui était-il vraiment sans tout cela? Il n'était qu'un homme terriblement seul qui avait laissé partir la seule personne qui avait su entendre le silence de son cœur. Ce jour-là, Guillaume Arnaud cessa de se battre, il cessa de se mentir, il rentra chez lui, marcha droit vers son bureau et composa le numéro de John Harrison à New York. « John, Guillaume, c'est terminé, je me retire. » Un silence de stupéfaction à l'autre bout du fil. « Tu te retires? Qu'est-ce que tu racontes? L'intégration est en cours, les marchés adorent. » « Je vous vends mes parts, toutes mes parts, celles de l'héritage Arnaud. Trouvez un autre PDG pour diriger votre monstre. Moi j'ai fini. » Il raccrocha avant que Harrison ne puisse répondre. Puis il appela Antoine Dubois. « Antoine, je quitte tout. Je vais vendre. »
Le vieil homme crut à une mauvaise blague, puis à une dépression. Mais Guillaume était d'un calme terrifiant. « J'ai passé ma vie à construire quelque chose d'immense, Antoine, dit-il, et ce faisant, j'ai laissé l'essentiel se réduire à rien. Je vais réparer ça, ou du moins, je vais essayer. » 3 mois plus tard, la plus grande transaction de l'année dans le secteur du luxe était actée. Guillaume Arnault n'était plus PDG. Il était juste un homme, soudainement libéré du poids d'un empire, avec un capital colossal dont il ne savait que faire. Pendant des semaines, il disparut. Plus de téléphone, plus d'email. Il voyagea seul, non pas dans des palaces, mais dans des auberges de campagne, essayant de se souvenir qui il était avant le costume et la tour d'ivoire. Et c'est dans le calme de la campagne provençale qu'une idée commença à germer. Une idée née de Claire, de son amour des livres, de son besoin de quiétude et de sens. Ce n'était pas un projet pour la reconquérir. C'était un projet pour se trouver lui-même, pour construire quelque chose qui aurait une âme. Le jour où il gara sa voiture, une vieille Volvo d'occasion et non plus une Aston Martin, sur les rives du lac d'Annecy, il n'avait aucune certitude. Il ne savait pas si elle lui pardonnerait, ni même si elle accepterait de le voir. Mais pour la première fois de sa vie, il n'agissait pas selon un plan d'affaires. Il suivait son cœur. Il n'allait pas lui offrir un empire ou de l'argent. Il allait lui offrir la seule chose qui avait de la valeur, un homme changé qui avait enfin compris ce que signifiait vraiment voir. Il n'entra pas tout de suite dans la bibliothèque Saint-Jean. Il resta de l'autre côté de la rue pavée, sous la pluie fine qui recommençait à tomber, un crachin typique d'Annecy. Guillaume n'était plus le même homme. Il portait un simple jean, un pull en laine sombre et un manteau usé. Plus de costume sur mesure, plus de montres valant le prix d'une voiture. Il n'y avait plus d'armure. Il observa l'entrée de la bibliothèque comme un pèlerin contemple le seuil d'un sanctuaire. C'était ici que tout avait commencé et c'était ici que tout devait finir, ou recommencer. Prenant une profonde inspiration, il traversa la rue. La petite cloche au-dessus de la porte tinta doucement, un son qu'il n'avait pas entendu la première fois, trop concentré sur sa mission. L'odeur familière du papier et du bois ciré l'accueillit. L'endroit était silencieux, hormis le froufroutement de pages tournées. Il la vit au fond d'une allée, près de la fenêtre, aidant un jeune garçon, Léo, il s'en souvint, à suivre une ligne de braille. Elle était penchée vers lui murmurant des mots d'encouragement, un léger sourire sur les lèvres. La lumière douce de l'après-midi baignait la scène, la rendant intemporelle, parfaite. Un tableau d'une paix qu'il avait anéantie. Son cœur se serra. Avait-il le droit de troubler à nouveau cette paix? Il fit un pas. Le vieux parquet grinça sous son poids. Ce fut imperceptible pour n'importe qui, mais pas pour elle. Claire se figea. Sa tête se releva lentement et se tourna dans sa direction, son sourire s'effaçant. Elle ne pouvait pas le voir, mais elle le sentait, elle le savait. Léo, sentant sa tutrice se tendre, leva un visage interrogateur. « Léo, mon chéri, dit-elle d'une voix qui se voulait calme, je crois que notre leçon est finie pour aujourd'hui. Va rejoindre ta maman, d'accord? Je te raccompagne. » Elle se leva, prit la main de l'enfant et passa devant Guillaume sans un mot, sans même tourner la tête. Elle l'ignora avec une perfection glaciale qui lui fit plus mal que n'importe quel cri. Il attendit, immobile, tandis qu'elle confiait l'enfant à sa mère près de l'entrée. Il la regarda ensuite revenir vers lui, ses pas lents, mesurés. Sa canne blanche tapotait le sol, un métronome marquant les secondes d'une confrontation inévitable. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. Son visage était un masque impénétrable. « Que faites-vous ici, monsieur Arnault ?» Le formel monsieur Arnault le transperça. Ils étaient revenus à la case départ. « Je ne suis plus monsieur Arnault, » dit-il doucement. « J'ai vendu mes parts. J'ai quitté mon poste. L'empire Arnault, un prestige, n'est plus à moi. » Elle accusa le coup, une légère crispation de ses lèvres trahissant sa surprise. Mais son expression resta dure. « Et je suis censé être impressionné. Vous venez chercher l'absolution. Vous vous débarrassez de votre royaume et vous pensez que cela efface tout. » « Non, » répondit-il, et il y avait une humilité dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue. « Rien ne peut effacer ce que j'ai fait. La façon dont je t'ai trahi,
la lâcheté avec laquelle je me suis caché derrière mon soi-disant désir de te protéger. Je ne suis pas venu pour être pardonné, Claire. Je ne le mérite pas. Alors pourquoi êtes-vous là? Parce que tu m'as posé une question, lors de notre première soirée. Qui êtes-vous, Guillaume? Et à l'époque, je n'avais pas de réponse. Je n'étais qu'un costume vide, une fonction. J'ai passé les derniers mois à chercher la réponse à cette question. Et je crois que j'ai commencé à la trouver. Il fit un pas de plus vers elle. Je suis ici pour te dire merci. Tu m'as ouvert les yeux, Claire. C'est l'ironie la plus profonde de ma vie. C'est toi, la femme qui ne voit pas, qui m'a appris à voir le vide de ma vie, l'absurdité de mes ambitions. Elle resta silencieuse, écoutant, disséquant chaque inflexion de sa voix. « J'ai un projet », continua-t-il. « Je veux ouvrir une petite auberge littéraire, ici, près du lac. Un lieu de calme et de culture. Un endroit où des gens comme toi pourraient trouver la paix, les livres, la liberté. Pas un palace, mais un refuge. J'aimerais te demander si tu accepterais de me conseiller sur l'accessibilité, sur l'atmosphère. Je ne te demande rien d'autre. » Elle inclina la tête, perplexe. L'offre était humble, respectueuse, mais la blessure était profonde. Vous ne pouvez pas juste racheter une nouvelle vie, Guillaume. On ne change pas qui on est en changeant de projet immobilier. J'ai besoin de savoir que vous avez changé pour vous, pas pour moi. C'était le cœur du problème, la question ultime. « Je sais, dit-il. Laisse-moi te montrer quelque chose, s'il te plaît. Une dernière chose. » Son ton était si dénué de son ancienne arrogance qu'elle finit par acquiescer, intriguée malgré elle. Il la guida jusqu'à sa voiture. Il conduisit en silence pendant une vingtaine de minutes, longeant le lac, puis s'engageant sur une route familière qui la fit froncer les sourcils. Elle reconnut les virages, l'odeur des pins. C'était la route qui menait à la Chênaie, le domaine des Arnaud où son père avait travaillé. Il arrêta la voiture et l'aida à descendre. L'air était frais, embaumant le lilas et la terre humide. Il la mena par un chemin de gravier. « Où sommes-nous » ? « Chez mon grand-père. » Enfin, son ancienne maison. Ils entrèrent. L'intérieur ne ressemblait en rien à ce qu'il aurait dû être. Il n'y avait plus de meubles opulents, mais des étagères remplies de livres audio et en braille. Des plans d'architectes tactiles étaient apposés sur de grandes tables. Un jardin sensoriel était en cours d'aménagement à l'extérieur, avec des plantes aux textures et aux parfums variés. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, passant ses doigts sur une maquette de bâtiment en relief. « C'est la Fondation Édouard Arnaud », expliqua Guillaume, sa voix pleine d'une émotion nouvelle. « Un centre culturel et de villégiature pour personnes malvoyantes et aveugles, un lieu où la beauté se ressent plus qu'elle ne se voit. Mon grand-père a passé sa vie à construire des lieux pour le 1% le plus riche. Il voulait que je te protège. J'ai compris, trop tard, qu'il ne s'agissait pas d'argent. Il voulait que je continue son œuvre, mais en lui donnant une âme. Ceci est son véritable héritage. Et le début du mien. » Les larmes se mirent à couler silencieusement sur les joues de Claire. Elle comprenait. Il n'avait pas seulement quitté son ancien monde. Il utilisait les restes de cet ancien monde pour en bâtir un nouveau, meilleur. Il n'avait pas changé pour elle. Il avait changé grâce à elle, mais pour lui, pour trouver son propre salut. Il se tenait à côté d'elle, n'osant pas la toucher. « Je t'aime, Claire, dit-il, les mots sortant enfin purs et sans artifice. Je ne t'aime pas parce que j'avais besoin de toi pour un contrat. Je t'aime parce que sans toi, mon monde n'a ni saveur, ni texture, ni signification. Je ne te demande pas de m'épouser à nouveau. Je te demande si tu me laisses une chance de te montrer chaque jour l'homme que j'apprends à devenir. » Elle se tourna vers lui, levant son visage baigné de larmes. Lentement, elle leva ses mains et les posa sur ses joues, comme la première fois, sentant la chaleur de sa peau, le battement de son pouls. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle se pencha en avant et l'embrassa. C'était un baiser doux, hésitant d'abord, puis profond. Un baiser de pardon, de renaissance, de promesse. À l'ombre des lilas de son enfance, sur la rue des Cygnes qui bordait les rives du lac, ils se retrouvèrent enfin. Le lac d'Annecy s'étendait devant eux. Un miroir d'argent qu'elle n'avait jamais vu, mais qu'elle avait toujours ressenti, tout comme elle avait toujours ressenti, au-delà de l'armure et de l'empire, le cœur solitaire de l'homme qu'elle aimait.